Bienvenue au podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi-même Marco et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ LED. Je me suis enfermé un peu dans ma langue au début, mais c'est pas grave, c'était pas si pire. Une question, j'ai quoi que je veux te dire depuis longtemps, là. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? You think you're special? You think you're special? Comme la chanson, hein? Ben oui, comme avant qu'il se tape You dessus, think là. you're special, you do. Ben oui, c'est ça, I can c'est ça. see it in your eyes. On va faire le toast de bière, puis Arsène qui fait juste... C'est malade. J'ai mon 4e vodka Coke ce soir. Parce que moi, j'ai du Coke, j'ai pas du Perrier. C'est ça l'idée, hein? Ok, c'est pour ça que t'es de même. T'es agité avant de commencer. Je suis pas agité. Non? Ben, tu l'as agité au moins ton vodka Coke, parce que sinon, ce sera pas très bon. Là. Non, je suis pas agité, mais je suis en jupon. Ah, c'est bon ce film-là, je l'aimais bien quand j'étais jeune, mais encore aujourd'hui. La Ligue de jupon? La Ligue en jupon, ouais, c'était écœurant, c'est bon. Avec Tom Hanks. Tom Hanks puis Madonna. Mais c'est pas ça qu'on va faire, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui au podcast, hein? On pourrait, man, c'est le fun. Non, c'est pas vrai. Non, on parle de WrestleMania X7 en 2001. Fait que tout un show vraiment iconique, là. Pour vrai, si c'est pas le WrestleMania, il est dans le top 3, facile. Ouais, il est vraiment, vraiment spécial comme WrestleMania. C'est le WrestleMania que tout le monde se souvient. En fait, les 3 WrestleMania à partir de X7, là, X7, X8, X9, X9, K9. OK. Fait que 17, 18, 19, c'est 3 WrestleMania solides. Ben, 20 aussi, dans le fond. 21, ouais. Dans le fond. Les 5, 21, 22, c'est bon aussi. Bon, les 6 prochains sont écœurants. Après ça, il y a une méchante drop, là. Fait que... Ouais, pas une coupe d'année, ouais, ça c'est sûr. J'écoutais Busted Open aujourd'hui. J'écoutais ça, là! J'écoutais ça. Puis c'était cool parce que, c'était pas Tommy Dreamer. Tommy Dreamer était là, fait que c'était un petit peu moins cool, mais c'était les matchs les 5 matchs les plus underrated de tous les WrestleMania. Fait que fallait qu'ils choisissent. Intéressant quand même comme discussion. Mais t'as-tu des réponses? T'as-tu qui ont dit ouais. dans le podcast? Il y en avait des popés. Il y avait Macho Man DiBiase, WrestleMania 5, si je ne me trompe pas, c'est ça? 4. 4, OK. Le tournoi, ouais. Il y avait un match, c'était WrestleMania 3, c'était le tag team match, là, juste parce que je veux le dire. Les Bulldogs? Volkov, puis Sheik contre les Killer Bees? Non, c'était pas le 3 de base, c'était le 2. C'était contre les Bulldogs, non? C'était pas les Bulldogs. Non, moi, une autre équipe. Tu sais comment ma mémoire est pas bonne? Ben, j'ai un blanc. Là, il y a 2, les Iron Sheik, puis ils ont fait un tag match. Ouais. 2 ou 3, là. Je pense que c'est 3. C'est pas WrestleMania 1, tu veux dire, contre les US Express? Oui, ça, c'est un... oui, t'as raison, c'est celle-là. Ouais, WrestleMania 1, ça. Ouais, il y avait ça. Il y avait une couple de matchs intéressants, genre CM Punk contre Jericho à WrestleMania 28. Donc, ça. Il y en a qui ont dit Jericho contre Shawn Michaels à 19. Oui. Ouais, il était dedans aussi. Ouais. Bref, c'est ça. Fait que tu parlais de WrestleMania X7 qu'on tout le monde s'en rappelle, mais l'affaire que le monde ne se rappelle pas, malheureusement, le voici, le voilà. Et oui, notre dernier podcast en ligne. Ben non, c'était pas ça notre dernier podcast, mon cher. C'est vrai, c'était pas ça, c'était ça! C'était la biographie de Lita, pionnière de la lutte féminine dans les années 2000. Sometime to roast that! C'est vrai que pour le loaded, personne ne s'en souvient. Quoique, quand même des stats corrects sur les réseaux sociaux. C'est pas notre pays, mettons. Oh non. J'allais dire quelque chose. Pendant qu'on parle de ça, tu parlais de nos documentaires que tu as sortis qui marchent très bien à date. Un documentaire sur l'année 2024 de Casey Diamond, entre autres, et aussi sur son absence dans le monde de la lutte et son pourquoi il est parti. Ben, oui et non, parce que c'est genre... C'était quoi l'élément déclencheur qui a fait qu'il est parti du monde de la lutte et pourquoi qu'il est revenu, comment qu'il est revenu, puis après ça, la piqûre de la lutte, comment qu'elle l'a eu, puis évidemment, j'ai été beaucoup dans le personnel. Dans le personnel, mais je l'ai suivi beaucoup en 2024, ben, avec toi aussi la plupart du temps, là, surtout dans les galas de lutte. Là.
Puis une grosse entrevue qu'on a faite chez eux. C'est très bien reçu à date. C'est un sujet, c'est lourd un peu comme sujet, mais il y a un peu de tout. Là. Il y a un peu de comédie, beaucoup de tristesse. Et c'est un happy ending aussi. Là. Fait que, évidemment, des témoignages de Chris Tara, de Lou Farrell. Pas d'eux autres, mais on parle d'eux autres dans le documentaire. Fait que allez voir ça. C'est une quinzaine de minutes sur notre YouTube. Fait que... Puis sur Instagram, c'était trop lourd pour mettre le fichier au complet, là, 14 minutes. Puis Facebook, ben peut-être que je le mettrai en deuxième partie, mais je l'ai sorti une fois vraiment juste, puis après ça, ça appartient à Casey parce que c'est son histoire. Là. Je veux pas. Je commencerai pas à faire du montage pour. Choper ses droits, mettons, un peu partout, mettons. Là. Ouais, mais mon but, c'est pas de. Tu sais, de pas monétiser parce qu'on monétise pas les vidéos encore, là, mais c'est pas de faire de vidéos. Il faut absolument que ça atteigne un plateau. C'est une histoire personnelle du chant. Puis non, je pense qu'on a réussi notre mission. En tout cas, c'est un beau message. Puis elle se sent bien là-dedans. Donc, bravo Casey. Moi, je l'ai écouté et j'ai bien aimé. Bon. Je suis pas sûr de passer bon commentaire. C'est vrai. Non, je sais, c'est pas ton genre de le dire, même quand c'est Non, c'est vrai, dans le fond, t'as raison, c'est vrai. Mais j'ai du monde qui m'ont écrit que c'est pas leur genre de m'écrire d'habitude, puis je trouve ça cool. Non, mais c'est cool, tant mieux. Ouais. Fait que, allez la voir ça sur YouTube. Yes. Et à travers la table, évidemment, tous les mardis, 20h30, avec les entrevues de lutte québécoise, lutte moderne, on fait des quiz, on fait des jeux. Des fois, je suis là, des fois, je suis pas là. Il y a le nouveau Marco, il y a l'ancien Marco. Fait que, c'est ça. Puis cette semaine, on va parler, évidemment, on va faire un retour sur WrestleMania Night 1 et Night 2. Mais hâte de parler de ça. Ouais. Puis avant de commencer avec le segment dans la vraie vie, évidemment, on a eu des nouvelles, mauvaises nouvelles, whatever. Là. Sur Spotify, à partir après ce podcast ici, WrestleMania X7, ça va être pas mal plus bear down, un peu le podcast, juste le podcast régulier. Il n'y aura pas d'extrait de musique comme je fais souvent là, que je faisais souvent en audio, puis des affaires, des bouts de lutte avec des moments, puis tout. Il va en avoir moins parce qu'on a eu un email, je pense, de Spotify qui disait que c'était pas y avoir des droits d'auteur dans pas long. Puis que, commence à flaguer là, pas mal. Là. Ouais. Fait que Spotify, ça va être la version ordinaire, mais je suis ordinaire, c'est la meilleure version quand même. Là. Mais vous allez avoir ça. Mais si vous êtes sur Balado Québec puis Apple Podcast, jusqu'à là, c'est encore correct. Fait que malheureusement, ça va être pas mal la version de YouTube que vous allez avoir sur Spotify, puis le reste va rester pareil. Mais tu sais, je me demande, tu sais, à un moment donné, on avait essayé un Patreon. Patreon encore, ouais. Je pense que c'était beaucoup trop tôt pour le faire. Peut-être c'est mon erreur aussi. Mais on pourrait peut-être faire un Patreon gratuit pour mettre les extraits audio. Ça pourrait peut-être, puisque tu peux en faire un Patreon gratuit puis mettre ton stock dessus. Tu peux t'inscrire, oui. Fait que peut-être que ça sera, si jamais éventuellement ça devient trop compliqué, peut-être qu'on mettra les extraits de musique sur Patreon gratuit puis qu'on mettra le reste sur les réseaux puis on verra. Le but, c'est pas de... c'est que ça soit écouté, peu importe tout ce que c'est que ça soit écouté puis que vous ayez du fun à partager votre passion avec nous autres. Ouais. Fait que check ça bientôt. Sûrement au courant de l'été, on va faire ça. Là. On va checker quoi pour Patreon pour nous courant comme d'habitude. Ouais, exact. All right. On est prêt pour le segment dans la vraie vie. Le segment où je vais devenir à Marco, parce que dans la culture populaire, en taux de show qu'on review aujourd'hui, qui est évidemment WrestleMania X7, qui est bien sûr, on va dire la date tout de suite, le 1er avril 2001, puis c'est pas un poisson d'avril. Imagine, t'arrives à l'aréna, puis non, il n'y a pas de show, mais c'est un poisson d'avril. Ce serait fucking, hein? Ce serait pas drôle, par exemple. C'était à Houston, Texas. Ouais, puis Houston, il niaise pas, hein? Non. Est-ce qu'il avait me nommer? Est-ce qu'il avait le numéro 1 en chanson en Amérique du Nord? C'est un homme. Ouais. En 2001... C'est un nom connu, là. Ouais. Tu pourrais peut-être tu l'auras peut-être pas parce que c'est quand même fou. C'est top d'avoir, là. Mais je te dis le nom, tu vas faire, ben oui, ça a du sens. C'est un nom exotique, mettons? C'est plus un nom de dessin animé, là. Ça m'énerve quand tu fais ça, je me mets à chercher dans toutes les directions. Ouais. Si ça avait été moderne, j'aurais dit Bad Bunny, là, mais... Genre Scooby-Doo, mettons. Je suis pas un fan de Scooby-Doo en plus. Tu pas avec les kids des fois, non?
Non, c'est pas ça qu'on écoute. Écoute la lutte, vous autres, c'est ça. Non, je sais pas, mais fait que je vais dire. Mon premier choix, c'était Enrique Iglesias, mais c'est pas ça. Tu as la réponse? Ben oui. C'était. Ben là, je sais pas, tu t'arrêtes de quoi de compter à deviner, je sais pas, moi. Non, c'était Angel de Shaggy. Ah. Ouais. Dessin animé? Ben oui, Shaggy, le compagnon de Scooby-Doo, c'est Shaggy dans Scooby-Doo. Ah, oui. Oh, you're my angel, you're my darling baby. Ouais. Et chanson numéro 1 au Québec. Un indice, une chanson de pièce de pas de théâtre, je veux dire. Ah, Notre-Dame de Paris, musicale. Notre-Dame de Paris, sûrement. Ben, faut que tu dises non. C'est pas Notre-Dame de Paris. Belle. Et non, c'était Les Rois du Monde de Damien Sargue. Ouais. Les Rois du Monde. Et le film numéro 1 au box-office, c'est un film pour enfants. Mais pas dessin animé. Là. Pas dessin animé? Non, mais un film pour enfants, pas dessin animé. Avant que tu dises. Ouais, ça complique un petit peu plus, mais. 2001, film pour enfants, pas de dessin animé. J'étais où en 2001? Ouais, je dirais. Ah non. As-tu un autre indice, mettons? Parce que j'ai vraiment pas d'idée. Ils en ont fait plus qu'un. Ils en ont fait un en 3D, si je me trompe pas aussi, de ce film-là. Film de jouets? Non. Non. Pas dessin animé, t'as dit, moi. Non, tu te dises? Ben oui, je sais pas c'est quoi. Ouais. C'est Spy Kids! Ouais. J'aurais pas trouvé. Oui. Jamais. Non. Je sais, mais ils ont. Jeu vidéo sorti alentour. Avec un personnage très populaire et très connu. Crash Bandicoot. Non, c'est Dr. Mario 64. Évidemment, sur Nintendo 64. En 2001? Ah ouais? Ouais. Ça achevait le 64 en 2001, mais il y avait encore des jeux qui sortaient. Okay. Dans le monde du sport, le joueur de champ des Seahawks, pas des Seahawks, des Mariners de Seattle, Ichiro Suzuki, deux coups sûrs, il est le premier japonais, joueur de position, dans une saison régulière à faire des points. Donc, dans l'histoire des Mariners contre les Aces d'Oakland, 5-4 au Safeco Field, qui est quand même drôle parce que c'est l'arène, ben pas l'aréna, le stade où il va y avoir WrestleMania 19 dans 2 ans. Ouais, grosse équipe dans ce temps-là. Ken Griffey Jr., Edgar Martinez, Ichiro, qui c'est qu'il y avait aussi? Jay Buhner. Ouais, Jay Buhner, il frappait de même, je me souviens, son stand. Il était pas dans le baseball 2005. Ouais, exact. Wow. Ouais. Et sur le WF Magazine du mois d'avril 2001, on retrouve nul autre que la grosse machine rouge, Kane. Kane's Hell. Il n'y avait pas sorti un DVD avec ce cover-là? Peut-être avec sa face, peut-être pas de masque, là. Ah ouais, pas que le masque de même, là? Ben, le No Way Out of Texas, le pay-per-view, oui, là, mais c'est celui qu'on avait pris pour faire l'affaire à l'école, là. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah ouais. Fait que, mettons, on aurait fait en 2001, on aurait pu prendre ça à la place. Faut quand même, hein. Ouais. C'est conclu dans la vraie vie. Merci d'avoir participé. Alright. C'était swell, ça. Ouais, c'était Sandswell. Sandswell. WrestleMania X7. Je vais d'enchaîner parce que des fois. Oui. Le 17e pay-per-view de ce nom a eu lieu au Reliant Astrodome de Houston, au Texas, qui est maintenant le Energy Astrodome, le 1er avril 2001. Son thème, évidemment, du show est Limp Bizkit My Way. Un thème vraiment iconique là, de la lutte au. Pas juste de la lutte, là, c'est Limp Bizkit en 2000-2001. C'est pas mal de shit. Là. Pour vrai, pour le rock. Là. Ouais, puis ils vont faire une autre tournée, hein. Tu savais? Ah ouais? Je suis pas surpris. Ben, en fait, ils font la première partie de. Attends, ça, c'est quelle date, ça, qu'on fait ça? Ça sort quand, ça? Là, on va être le 25 avril, je pense. OK. Ben, ce week-end, ils font la première partie d'un des 2 shows de Metallica à Toronto. Ah, c'est WrestleMania, c'est le 20. On est le 20 aujourd'hui. Bon, ben, la semaine prochaine, c'est la première partie. Elles sont à Toronto. C'est quand même fou, là. Ouais, ben oui. Mais le monde est petit, hein, qu'ils disent. Surtout en haut des marches.
Le spectacle, une cote d'achat de 1 40 000 foyers qui ont commandé le pay-per-view WrestleMania 7 à la télévision à la carte en Amérique du Nord, ce qui est un chiffre fucking impressionnant. Là. Puis, puis faut pas oublier que le gala est présenté par Snickers Cruncher. Bien important. Avant le show de ce soir, il y a un Sunday Heat avec un combat enlevant où l'équipe des membres de X-Factor, X-Pac et Justin Incredible, en compagnie d'Albert, ont eu le dessus sur Steve Blackman et Grandmaster Sexay. Et les commandants de la soirée sont Jim Ross et Paul Heyman. Et Jerry Lawler n'était pas là. Hein. Il était parti avec sa femme pendant que après qu'elle avait été renvoyée après le mois de février. Avec The Cat. Ouais, c'est The Cat Carter, ouais. On commence le bal avec un beau vidéo d'entrée avec les gens à travers le monde qui regardent plusieurs moments de vieux WrestleMania. On a Cassie Freddy Blassie qui était la narration du vidéo. Puis nous souhaite la bienvenue au showcase des Immortels. Ross et Heyman, après ça, font une intervention, évidemment, pour montrer comme quoi qu'il y a beaucoup de monde dans la place. Et où ça WF New York. Et après ça, on y va pour le match numéro 1. William Regal contre Chris Jericho pour le championnat intercontinental détenu par ce même Chris Jericho. Et la bête du match, Timothy White. Il va falloir en parler à un moment donné des matchs de Chris Jericho WrestleMania. On en parlera en début de podcast que je te disais avec WrestleMania 19 puis Busted Open. J'avais une idée pour l'année prochaine. Là. Je vais te dire tout de suite pendant qu'on est au podcast, puis tant qu'en parler, on va en parler tout de suite. On va peut-être faire l'année prochaine un podcast avec un lutteur puis genre ranker ces matchs de WrestleMania d'après nos goûts à nous autres. Là. C'est genre Jericho. Bon prospect, ça, hein? J'avais pensé à Shawn Michaels comme première fois qu'on le faisait. Fait que ça serait de voir les matchs les positions qu'on a pour chaque match. Là. Je pense qu'on connaissant nos goûts, on va être assez similairement pareil. Là. Mais il y aura des petites différences avec certains matchs. Fait que ça serait fun de voir ça peut-être. On mettra 2 tableaux, genre, pour que tu mets ton choix, puis tu sors tout un peu. Ouais, en effet, je suis d'accord. Peut-être pas cette année, là, parce que ça rien de faire l'affaire WrestleMania Season au mois de juillet. Là. Fait que l'année prochaine, peut-être, on va faire ça. Restez avec nous. Petit paquet vidéo qui ben là, restez avec nous. Allez prendre une coupe de break entre-temps, là, parce que ça va être peut-être un petit peu. Dans la prochaine année, vous n'avez pas le droit de quitter votre ordinateur. Vous restez là. Vous ne fermez pas votre TV, rien pantoute. Petit paquet vidéo qui récapitule la rivalité entre les deux. Rico, le commissaire et Jericho défient son autorité constamment. Un petit pas fin. Il s'est entre autres déguisé en Doink the Clown pour l'attaquer. Il a aussi fait pipi dans son thé. Segment mémorable, évidemment, là, qui était bien, bien comique. Jericho utilise sa vitesse tôt avec un coup d'avant-bras, un coup de pirouet et un crossbody par-dessus la 3 qui a failli manquer Regal parce qu'il était un peu trop loin. Jericho l'a retourné dans le ring pour un coup d'arrière qui lui a valu un compte de 2. Regal s'est débattu d'un mur de Jericho et a projeté l'épaule de gauche de Y2J en premier dans le poteau et une autre fois tout de suite après. Jericho avait une épaule blessée en arrivant dans le combat et Regal le savait, donc c'était son plan de match pour ce soir. Il a travaillé sur le bras, mais Jericho est revenu sauf qu'il a raté un Lion Salt parce que Regal a levé les genoux. Après ça, M. Regal a enlevé le coussin du coin puis a lancé le bras gauche de Chris Jericho dans l'acier exposé. Et après ça, on a Jericho qui revient ensuite avec un Enziguri suivi d'un dropkick. Et après ça, un dropkick missile, la 3e corde pour un compte de 2 pour Jericho. Et après ça, il a raté une charge dans le coin, il a frappé le poteau encore avec son épaule. Puis Regal revient dans le match avec une superbe suplex de type double hook de la 3 pour un autre compte de 2. Et après ça, Y2J applique les Walls of Jericho. Regal l'a renversé dans le Regal Stretch, sa version du STF. Jericho s'en est sorti, il a ramassé la tête de Regal, il l'a ramassé dans le métal exposé du coin. Et pas longtemps après ça, Y2J a fait son Lion Salt et a remporté le combat avec le championnat intercontinental à 7 minutes 8. Ouais, et Jericho, c'est un des plus grands. C'est encore le plus grand champion intercontinental. Ouais, Miz est à genre une victoire de lui, je pense. Hein? Je me trompe pas. Tu parles des règnes, là. Des règnes, ouais, je pense que c'est 9, puis Miz en a 8 ou chose genre. Miz en a pas genre 10? Ben, je sais que Jericho est en avant d'un règne, fait que... OK. Je peux aller voir, là, pendant que tu parles tantôt. Ouais, pourquoi pas. Mais, ouais, c'est ça. Écoute, c'est un... Regal, on dirait toujours... Tu sais, mettons quelqu'un qui... Mettons que tu fais écouter à quelqu'un la lutte pour la première fois, là. Regal, il a tellement l'air à pas savoir ce qu'il fait, mais tu sais, c'est un maître dans son art, là. Il est très... très réel dans sa lutte, tu sais, ça a l'air vrai, ça n'a pas l'air stagé. Jericho, ben évidemment, Jericho dans son prime, c'est un des meilleurs lutteurs ever. Un des meilleurs gars pour divertir aussi.
très solide opener. Puis j'ai aimé ça que la ceinture n'a pas changé de main dans l'opener. Habituellement, aujourd'hui, il ferait changer la ceinture tout de suite. Là. Ça serait fait, mais non. Belle victoire de Jericho. Solide match. Très solide. Un hot opener, surtout pour un match de même pas 10 minutes, c'est très bon. J'ai donné à ce match-là 3,15 sur 5. Oh, parfait. Moi, j'ai donné 3 et 3 quarts. Ouais, OK. Quand même, t'as aimé ça beaucoup quand même. Ouais, pour vrai, ouais. Okay. T'as droit. Mais je trouvais que c'était différent, tu sais, parce que, comme je te dis, il y a un style, Regal a un style vraiment différent, puis il est technique, mais comme, je sais pas comment l'expliquer, là, mais ça fit bien que n'importe qui, là, tu sais, fait que, c'est vrai, ça, par exemple, c'est vrai. Mm. Et Jericho est champion intercontinental encore pour 4 jours après ce soir. Il va perdre son titre aux mains de Triple H. Après ça, il va faire équipe avec l'autre Chris du Canada, Chris Benoit. Parce que Regal va avoir une nouvelle acolyte bientôt comme assistant avec lui, et ça va être Tajiri. Ça, on n'en parle pas assez souvent, mais c'est une des meilleures associations divertissantes, puis ils ont fait des bons matchs tous ensemble, là, fait que, ouais, c'est une bonne équipe. C'est très cool. Ouais. Ben, Contre aussi, un contre un aussi. N'importe quelle équipe que Regal faisait, même avec Eugene, c'était bon l'équipe qu'il faisait. Là. Il y avait une bonne dynamique entre les deux, c'était un bon duo. Ouais, il est caméléon. Regal, il était écœurant pour vrai. Ouais. Il est pas au tour la fin, encore, Real Regal. Je comprends pas. Comprends pas, non? Comprends pas, non. Ben, après moi, l'année prochaine, Triple H, il aime bien Regal en plus. Là. Ben oui, j'espère. C'était pas son bras droit, maintenant, pendant vraiment longtemps. Là. Ouais, avant qu'il quitte, puis c'est lui qui l'a aidé aussi à WCW. Ouais, c'est vrai. C'est lui qu'il faut blâmer d'abord. Parfait. Une voiture s'est arrêtée devant l'aréna avec qui annonce WW1 dessus, sur la plaque d'immatriculation. C'était Shane McMahon qui entrait dans l'Astrodome. On va le voir tantôt, ce cher Shane. Et dans les coulisses, les acolytes composés de Bradshaw, Farouk et avec Jacqueline, avec eux autres ce soir, buvaient des bières et fumaient des cigares dans le bureau des APA. Puis Bradshaw a fait une promo pour motiver ses troupes un peu en parlant de l'historique important qu'il y avait au Texas. C'est quelqu'un du Texas, ben c'est ça. Fait que les trois par gonflés à bloc et leur combat est le prochain. Donc, match numéro 2. Les Acolytes et Taz avec 2 Z. Avec Jacqueline contre le Right to Censor avec Steven Richards. À la bite du match. Ton préféré, Mike Kiki Kiyoda. Yes. Maudit que je l'aime, Kiki. Ouais. Et le RTC, et le Right to Censor, bien sûr, est composé de Val Venis, Bob Buchanan et le Godfather. Non, le Godfather. T'aimais-tu ça, quelqu'un fait quand il a switché? Ben, j'allais attendre avant la fin, mais vu que tu me poses la question, je vais te répondre. Ah non, mais c'est correct, je vais te répondre tout de suite, c'est parfait. Je pense qu'à l'époque, ça me tapait ses nerfs, mais il y a un petit quelque chose dans le monde qui trouvait que c'était bon, cette gimmick-là. Puis je regarde aujourd'hui, ça fait du sens. Puis pour vrai, là, ce clan-là, même avec Molly Holly, c'était vraiment cool. Ouais. Ça, puis Val Venis, ça fait beaucoup de sens aussi. Là, ben oui, c'est ça. Les deux étaient complètement le contraire. Puis c'est comme s'ils avaient été à l'église, puis se sont, tu sais. Non, c'est parfait. Parfait, ça. Je sais pas si tu te souviens, Mané, il avait fait un fake-out avec les Dudley Boys à Mané aussi. Là. Ouais, ça, c'était nice aussi. Ouais, ben vraiment cool. Bull a commencé avec une corde à linge. Il a sauté sur la 3 avant de se retourner dans les airs de sur Farouk. Très belle agilité de Buchanan. Sauf que Farouk est revenu avec un Power Slam. Le RTC a travaillé sur Taz dans leur coin avec chaque gars qui a l'avantage sur le père de Hook. Et le Godfather, a réussi une descente de la cuisse et un coude arrière. Il continue avec son Old Train dans le coin après. Taz a échappé une attaque pour taguer Bradshaw. Il a nettoyé la maison, y compris un Follow-away Slam sur Venus. Double Spinebuster sur Buchanan par Bradshaw et Farouk. Et Bradshaw il va d'une souplexe arrière de la 3 sur Val. Très bien exécuté. Et Buchanan ne lâche pas et plante Bradshaw avec une bombe puissante. Le gars Fowler est allé pour un autre Old Train, mais Bradshaw s'est tassé du coin. Et en revenant de l'autre côté, il a fait la close-hand de l'enfer pour la victoire de son équipe. Fait un combat rapide bien correct. J'ai rien à rajouter. Ça fait sa job. Exact. Puis, tu sais, quand on parlait, puis évidemment, quand on a reçu Vince Russo au podcast, puis on parle souvent de lui comme tout le monde avait sa place dans l'attitude era. Il y avait du temps pour tout le monde, il y avait quelque chose pour tout le monde. Ben ça, c'est un exemple parfait parce que vous connaissez mon avis pour le deuxième match, qui est le Death Match. J'en parle à chaque fois. Mais c'est un bon combat qui fait du sens avec les équipes. Tu sais, APA contre Right to Censor, gimmickement, ça fait du sens. Puis Taz, ben,
c'est le brawler de ECW. Donc, non, pour vrai. Puis le temps du match est parfait. Tu n'as pas le temps trop de dire ah, c'est long, c'est plate. Tous les spots sont bien placés, puis tout fait du sens. Ouais. T'en as combien ce match-là, toi? Je donne 3. Ben, voyons donc, calme-toi, là. 3? Ouais. Si, ouais. Qu'est-ce que t'as fait quand t'as écouté le show? T'étais-tu quoi, une bonne nouvelle entre-temps? Ou je comprends pas. T'as donné combien? 2 écarts. Ah. Il me semble 3, c'est beaucoup, là, pour un match de 5 minutes, là. Ouais, je donné 3. T'as le doigt. En fait, non, je dis ça, t'as pas le doigt. Change la note. Non. Oh, come on. Ok, je vais donner 2-3 quarts. Ok, c'est un petit peu mieux. Dans les coulisses, Trish Stratus faisait le tour avec Linda dans sa chaise roulante, dans Avec laquelle Linda. elle se trouvait. Ouais, Linda! Mangeais-tu son spaghette? Je sais pas. Évidemment, elle se trouvait là parce que Vince McMahon la droguait pour qu'elle reste dans son état comatose. Stephanie McMahon s'est présentée et elle n'aime pas que Trish soit dans le portrait. Elle lui a dit de ne pas oublier le champagne et d'écraser la glace bien comme il faut pour pas que ça soit pour que le champagne soit bien correct pour la fête après le spectacle. Oui. Comme ça qu'on boit ça, les gens importants du champagne bien apprêté. Ouais, c'est ça. Puis elle dit à sa mère qu'elle la verrait là-bas. Donc, c'est ça. Oh! Match numéro 3. Raven contre Big Show contre Kane dans un triple threat match pour le championnat hardcore avec l'arbitre du match, Jimmy Corderas. Ouais, c'est ça. Le Big Show était le dernier à sortir. Alors Kane a jeté Raven par-dessus la 3 en press slam sur Big Show qui l'a attrapé. Mais après ça, il voulait faire un genre de rusé d'été sur Raven. Pendant ce temps-là, Kane est sauté de la 3e corde à l'extérieur du ring jusqu'en bas sur Big Show avec une close line. Et après ça, Raven s'est enfui dans la foule. Et tous les 3 gars ont traversé la foule pour aller backstage. Raven a frappé Kane à la tête avec un panneau de rue. Et Big Show poigne Kane en body slam sur des palettes en bois, comme à l'épicerie. Kane a étouffé Raven avec un tuyau d'arrosage, puis il a jeté Raven à travers une fenêtre en vitre. C'était malade. C'était vraiment nice en Christ. Pour vrai. T'attends pas à ça pour vrai, là. Les hardcore matchs dans ce temps-là, c'était vraiment le fun. Celui-là, en particulier, il est vraiment spécial. Ouais. Mais c'est un peu plate, par exemple, quand tu vas voir le show, là, parce que ça se passe tout en arrière pour la plupart. Mais tu sais, quand tu as 9-10 matchs à la carte, c'est correct aussi. C'est pas super. Ouais. Complètement, après ça, Kane et Big Show se sont rentrés dedans, puis ils sont battus, ils ont brisé un mur, les deux en même temps. Vraiment chaotique, mais dans le bon sens. Là. Après ça, ils conduisaient des voiturettes de golf. Kane a couru sur la jambe de Raven qui était dans le chemin. La partie la plus drôle, c'était quand Jimmy Corderas était en arrière de la voiturette de golf de Kane, là, en train d'avoir un petit lift. Là. Ça, c'était malade. Ouais. Puis, je sais pas si t'as déjà entendu cette histoire-là de Raven qui avait dit, tu sais, quand ils font l'affaire du sur la voiturette de golf, justement, là, puis genre, il y a Big Show sur lui, puis il fonce dans un mur avec la genre de clôture, mettons, là. Ouais, mais je pense pas que c'était voulu, ça. Ben, je sais pas si c'était voulu, mais ce que tu sais, Raven a dit, il a dit en show d'interview plus tard qu'il était genre à 1 cm ou 2 de pogner le power cord de l'aréna au complet. Oh, tabarnak. Pour vrai, c'est peut-être pas vrai non plus. Peut-être qu'il embellit un peu, là. Mais pour vrai, il avait dit ça en show d'interview comme quoi il était avec la voiturette de golf qui était là. Il a failli passer à travers le power outage. Puis, mais imagine c'est vrai. Ouais. Là, ouais. Tu peux passer peut-être un des meilleurs shows de tous les temps à un des pires scénarios. Là, ouais, pour vrai. Ouais. Puis tu vas sentir cheap en esti aussi pour un spot qu'on ne se le cachera pas, même si c'est divertissant, ça ne vaut pas grand-chose dans balance. Là. Mais je pense qu'il aurait pu quand même finir le show avec une génératrice, quelque chose, mais. Oh, ça aurait arrangé, je suis sûr, là. Tu aurais eu un délai peut-être d'une demi-heure, 1 heure, puis tu sais, momentum dans un show de lutte, on le sait, c'est quand même assez important. Comme au hockey. Ouais, exact. Après ça, ils ont ruiné un plateau de boissons Snapple, pas un commanditaire. Il y a même un bol de salade qui a volé dans la caméra. Ça, c'était malade. Oh, wow. Ils sont battus pour retourner vers l'entrée. Après ça, Big Show a frappé une corde à linge sur Kane. Et Show voulait slammer Raven en bas du stage. Mais Kane avec une grosse botte. Show et Raven sont tombés en bas de la scène dans une zone rembourrée à côté de là. Kane a sauté dans le temps avec une descente du coude. A fait le courant Big Show 1, 2 et 3. Et Kane est le nouveau champion hardcore de la Fédération mondiale de lutte. C'est bizarre parce que, tu sais, Maton, t'es un vrai fan de lutte hardcore.
tu fais comme, bah, c'est pas ça un match hardcore, mais pour la WWE/F, c'est peut-être un des matchs les plus divertissants. Puis, tu sais, faut pas oublier que Kane et Big Show, là, c'est des gros bonhommes, là. C'est des gars de 7 pieds, 300 livres, là. Fait que, puis avec Raven là-dedans, qui est un spécialiste de hardcore. Fait que non, pour vrai, je pense que pas mal tout le monde qui a écouté qui était fan de lutte dans ce temps-là, puis que, évidemment, WrestleMania X7, c'est un show marquant. Je pense que tout le monde se rappelle de ce match-là. Tu sais, tu parles de ça à quelqu'un qui écoutait la lutte, il va. Ben oui, ben oui. Je me souviens, il va te parler du mur, là, sûrement, là, en premier. Là. Affaire de vite. Fait que, non, un excellent match. Ouais, très solide comme match. Un solide match hardcore qui m'a diverti tout le long du match. Fait que vraiment, bravo, tout thumbs up. J'ai hâte de voir comment tu as donné à ce match-là. J'ai donné à ce match-là 3 sur 5. Okay. J'ai donné 3 et 1 quart. OK. J'ai vraiment aimé ça. Un vrai 3 et 1 quart. Ouais. J'ai vraiment aimé ça, mais il faut plafonner aussi. C'est bien beau aimer quelque chose. Il ne faut pas virer fou non plus. T'es proche du 5, mais on en a donné 3. Bon, on met une dos dans notre vin un petit peu. Peut-être pour ça qu'il goûte moins bon aussi. Exact. Kane va être champion 2 semaines encore quand il va perdre la ceinture contre Rhino à SmackDown. Il va ensuite être en rivalité aux côtés de son frère Taker contre Austin et Triple H. Tandis que Big Show, pour sa part, est en. Ouais, vas-y. Ah non, vas-y, continue. Okay. Et Big Show va être pour sa part en rivalité avec Shane McMahon. Il va l'affronter dans un Last Man Standing à Backlash. Un match que Shane va remporter avec l'aide de Test. Et pour Raven, il va diriger dans la division hardcore à temps plein. J'allais dire, il y a quelqu'un qui nous avait demandé sur YouTube d'avoir Raven au podcast. Ouais, Frédéric. Il avait demandé ça dans la biographie. Pas la biographie, dans l'entrevue de Vince Russo. Mais je pense que, comme j'y ai répondu dans le chat, je pense qu'il y a des problèmes de santé. Raven, il n'est pas tout là, je pense. Fait que... Non? Non, il me semble que c'est Steven Richards qui avait dit ça un il n'y a pas longtemps. Fait que... OK, peut-être, ouais. Faut jamais dire jamais dans la vie. Non, exact. Et dans le vestiaire, Kurt Angle regardait une bande vidéo de Chris Benoit qui faisait taper sur le Creeper Crossface au dernier SmackDown. J'ai quelque chose à essayer de lui parler, mais Angle est vraiment stické sur la vidéo, puis les deux Canadiens finissent par partir. Puis la chimie, puis le timing comédique entre les trois était écœurant, mais ce segment-là, c'était plus genre sérieux, si on veut. Fait que, ouais. C'était drôle. Même sérieux, c'était drôle quand même. Là. Ouais, ils ont le petit air comique, là, fait que c'est pas mal dur de déloger de ça. Après ça, ils sont allés au WF New York, qui était le restaurant à Times Square, qui était un véritable flop. Et Jimmy Snuka était là. Fuck lui. Après que Jonathan Coachman ait parlé à une fan australienne qui a gagné un concours, ils ont montré The Rock arriver dans l'aréna dans son vestiaire, puis un gros pop pour ça, bien sûr. On est prêt pour le match numéro 4. Test contre Eddie Guerrero, le championnat européen, avec Eddie Guerrero qui était accompagné par Perry Saturn. Et l'arbitre du match est Chad Patton. Puis, avant de commencer le review, il faut que je donne faut que je parle du gros chapeau de Perry Saturn. un gros chapeau blanc style abat-jour, il était écœurant, de toute beauté. Oh my God. Mais parlant de match sous-estimé au début du podcast, moi je trouve que c'en est un match sous-estimé, ça. Ah, c'était bon. Tess, c'était bon, man. Tess, c'était vraiment bon. Puis Eddie, c'est sûr. Puis Eddie, c'est Eddie, là, mais Tess, c'est... Il était bon. Un des big men qu'on parle pas assez souvent, puis malheureusement, on dirait qu'il est comme oublié aussi dans l'histoire, puis tu sais, je sais pas, il était en mauvais terme ou peu importe, mais... Ben, il n'a pas lutté de tant longtemps que ça non plus, là. Il a fait des bonnes affaires pour un gars qui n'a pas lutté longtemps, là. Ouais, tu dis ça, mais c'est vrai, il a quand même lutté longtemps, quand même au moins 5-6 ans, plus son retour à ICW par après, quand même un bout, ouais. Quasiment quoi, 2 ans différents que The Rock? Ouais. Mettons full-time, là? Ouais, moi, je pense que le monde n'en parle pas beaucoup parce que, à cause de sa shape et tout ça, là, que le monde dit, bah, c'est un gars qui était ses roids, fait que c'est sûr qu'il. Je pense que c'est plus ça son. Non, je sais ce que tu veux dire, je comprends, oui, mais c'est ça pareil. En tout cas, montrer plus d'amour à Test, là, mais oui. Fais donc hashtag Test sur Twitter. Là. Ouais. Ouais, je suis pas sûr que ça va changer grand-chose. Ouais. On nous montre du footage de lundi à Raw, où Eddie Guerrero était un enforcer spécial dans un match en Test X-Pac. Puis Philippe a remplacé l'arbitre pour coûter le match à Test et faire un compte rapide. Et le Test, avec une bombe puissante, tourne dans le match. Et Eddie s'en est sorti et est parti au sol pour parler avec Perry Saturn. Quand ils sont revenus dans le ring, Test a réussi un snake eye sur le coussin du coin et puis une line pour un 2. Alors ça, il a coupé sa domination avec un coup d'arrière de la 3e corde pour un autre compte de 2.
Puis, on vient d'en parler il y a 2 secondes, là, comme quoi il était bon, mais il était athlétique au bout en plus pour sa taille. C'était bon. Vraiment. Ouais. Le Canadien a raté une charge alors qu'Eddie a pris le contrôle du match lorsqu'il a pris. Le test a été pris dans les cordes. Puis il était vraiment pogné longtemps. Là. Ça paraît moins sur la version que sur le Netflix en ce moment, mais dans la version live, ça a été au moins un bon 30-40 secondes avant qu'il puisse le déprendre des cordes. Là. Même qu'il a dit qu'il n'a pas le choix, il a eu qu'il aille le déprendre. Ouais, mais de toute façon, pour gagner le match, il faut qu'il ne peut pas le laisser là. Fait qu'au moins, il y a une raison pour le faire. T'sais. Exact. Eddie a travaillé un peu sur la jambe de droite de Test, pardon. Eddie avec un sleeper pour mettre Test à genoux. Et Test revenait avec un slam tilt-a-whirl. Après ça, une belle bombe puissante en tournant par Test pour 2. Après ça, Eddie a frappé un coup bas que l'arbitre n'a pas vu. Puis il était dans le coin pour. Ça zone s'est faufilé pour faire une suplex tournante qu'Eamon nous a rappelé qui s'appelle le Moss Covered Tree Handle Family Credenza. C'est le nom qui veut rien dire. Wow. Ouais. Eddie fait une suplex à Test, mais Test a évité le saut de la grenouille d'Eddie. Test a frappé un power slam à poignée de pompe, mais Perry était sur le tablier du ring, fait que Test l'a frappé à la place. Et après ça, Saturn a pris une grosse botte ensuite, puis Test a frappé une autre grosse botte au visage de cette fois-ci à Eddie. Devalenko a couru jusqu'au ring, il a sorti la jambe de Test du ring, puis Test l'a ramassé, puis ça a permis à Eddie de frapper Test avec la ceinture européenne dans le dos de l'arbitre Chad Patton, qui était distrait. Et pour la victoire de ce soir à WrestleMania X7, un nouveau champion européen, la WWF, Latino Heat, Eddie Guerrero. Ouais, puis ça fait du sens aussi, là, il gagne en trichant, fait que il reste un peu dans ses racines avec les Radicals qui sont venus à l'extérieur du ring. Je trouve que Tess, sa face, j'ai toujours trouvé qu'il ressemblait à Ultimate Warrior, pas de maquillage, là, un peu. Là, ouais, peut-être un peu, ouais. Même genre de face. Très solide comme match. Tu sais, je savais que le match allait être bon en le regardant parce que j'avais un peu de souvenirs. J'avais confiance à Eddie 100%. Je suis un fan de Tess aussi, fait que je me suis dit, bah, ça peut pas être mauvais, là, ça m'étonnerait beaucoup. Puis j'ai vraiment eu du fun à regarder ce match-là. Puis j'étais très attentionné dans ce combat-là. Fait que non, solide match-up. Ouais. Un bon combat qui a montré ce que Tess peut faire dans le ring. Puis c'est le gars qu'il fallait qu'il gagne qui a gagné le match. Là, puis on trouve une bonne façon d'arriver à ce point-là. Fait que, why not? Ouais. J'ai dans ce match-là 2 3/4 sur 5. Pardon? Ben là, c'est correct, là. 2. Ben ouais, toi, les matchs sont pas assez longs pour donner des plus que 2, plus que 3 des matchs de même, là. Tu es en train de me dire là, que ça, c'est le meilleur WrestleMania de tous les temps, tu donnes des 2 1/4 puis 2 3/4? Qu'est-ce qu'on est rendu au 4e match, calme-toi, là? Ben oui, mais tu t'as sûrement pas donné 5 étoiles à China contre Ivory, hein? On s'en reparle. Hey, là. Moi, je vais donner... T'es-tu prête? Ouais, tu vas donner moins que moi, là, pour me rendre dans une crise de câble, là. Non, je vais donner 3 1/4. OK. C'est un peu trop chaud, mais... Mais non, Alors, ça a duré 6 minutes, là. Calme-toi, là. 6 minutes, là, c'est pas le temps qui compte. Puis, mais garde, chiale pas. Pour une fois que c'est toi qui donne les plus grosses notes, t'as pas à chialer, là. Ouais. Attends, WrestleMania X8. Ouais, WrestleMania X8, le moins bon des deux, puis de loin, là. Ben, pas de loin, là, on se calme. Oui, de loin. Eddie va perdre la ceinture au SmackDown du 26 avril là, contre Matt Hardy, puis il ne regagnera jamais le titre européen, tandis que Tess, lui, va aller dans la division Hardcore. Son interview time avec Michael Cole et Mick Foley. Et Foley va être l'arbitre spécial du match entre Shane et Vince tantôt. Il dit qu'il appellerait ça right down the middle comme un bon arbitre, même si Vince l'a licencié il n'y a pas longtemps en tant que commissaire. Puis il nous assure qu'il va faire ça comme il faut ce soir. Je fais confiance. Oh oui. Ils ont montré Steve Austin arriver au bâtiment et la foule s'est déchaînée à la vue d'Austin à l'écran, bien sûr, avec raison. Et match numéro 5, Kurt Angle contre Chris Benoit avec l'arbitre du match serait Jack Doan. Puis la rivalité, ben, c'est facile, là. C'est pratiquement savoir, c'est une grande chose savoir quelle est la meilleure submission, l'ankle lock ou le crossface. Là. C'est le but de la rivalité. Ouais. Et avant le match, Angle fait une promo qui déchire le Texas. La meilleure partie, c'est quand il a dit perdez les chapeaux de cowboy, vous avez plus 7 ans, s'il vous plaît.
Puis c'est drôle parce que, genre, dans une couple de mois plus tard, il va être avec Austin avec son petit chapeau de cowboy Ouais. à faire Jimmy Crackon, mais I don't care, ouais. Jimmy Crackon. C'est drôle. Mais en même temps, c'est un heel. Là, Ouais, c'est fou, hein, pareil. Ouais. Et les premières minutes, on a vu beaucoup de luttes au tapis. Chaque homme allant pour des prises pour voir l'autre la contrer. Quand ils se sont arrêtés, la foule a applaudi. Avec raison. Ils ont continué à échanger des prises sur le tapis jusqu'à temps que Benoit tente un crossface et Angle aille aux cordes. Angle est allé en bas en frustration. Et après ça, Kurt a frappé Benoit avec un cheap shot à la tête alors qu'Emin a dit qu'Angle changeait de plan pour en faire une bagarre ou un match de lutte. Angle a projeté Benoit dans les marches d'acier. Et sur le ring, Angle il va de quelques suplexes sur Chris Benoit. Et après ça, le Crippler a riposté avec des atémies. Mais Angle a ralenti l'élan avec 2 suplexes ventre à ventre. Sur une corde à linge par Benoit, il y a un double down. Et après un chop fest, Benoît a ramassé Kurt avec un genou à l'estomac puis un coup de coude arrière pour 2. Après ça, suplex de Benoit suivi d'une superplex pour 2. Et le Crippler garde la pression sur le médaillé d'or olympique avec des suplexes germaines. Et après la deuxième, Angle a fait trébucher, il est allé pour l'ankle lock, mais c'est Chris qui lui a fait. Pour ça, Angle l'a renversé, puis Benoît, il l'a renversé lui-même dans le Crippler crossface, puis Angle l'a renversé en crossface lui-même. Vraiment une séquence incroyable de counter wrestling. Ça n'a aucun sens, man. Il n'y a personne qui peut faire ça. Personne. Non, vraiment pas. Angle est de nouveau allé pour l'ankle lock, mais Benoît l'a kické. Et Angle est rentré dans l'arbitre Jack Down et on a un ref bump. Après ça, crossface par Benoît. Ça prend pas de temps qu'Angle tape out, mais bien sûr, le ref est à terre et il ne le voit pas, donc le match n'est pas fini. Angle slam, mais l'arbitre revient à lui tranquillement et il fait le tomber. 1, 2, mais non! Après ça, on a un moonsault de Kurt, mais Benoît a levé les genoux pour le contrer. Pour ça, Benoît aussi va au top pour son diving headbutt. 1, 2, mais Angle dégage. Après ça, Benoît prend Angle en position de German suplex, mais Kurt il va d'un coup bas que l'arbitre n'a pas détecté. Et lui finit par aller vers les cordes et ça finit avec Kurt pin Chris en tenant les têtes du Crippler pour le compte de 3. Et Kurt Angle se retrouve avec la victoire ce soir contre Chris Benoit. Est-ce qu'il y avait eu un rematch plus tard, Submission Match? C'était plus tard, ouais? Ben, je vais en parler tantôt, mais oui. OK. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, regardez ce poster-là qu'on va mettre sur YouTube, là. Angle Benoit, là. Rajoutez Bret Hart, vous avez les 3 meilleurs lutteurs de tous les temps. Puis Danielson. Je ne mettrais pas Danielson dans ces 3. Non. J'excuse, il faut que tu mettes Danielson. Danielson est moins bon que ces 3-là. Ouais, même à ça, il se ramène le 4e pareil. Oui, il est bon. Ouais, mais il y a une bonne marche entre les 3 puis Danielson. Peut-être avoir de la hate si je dis ça, là, mais je le dirai pas. Je le dis-tu? Je pense que j'aime mieux Danielson que Bret Hart technique. OK. Ben, regarde, c'est pas la même époque, là, mais regarde ce que je te dis. Si Danielson ne va pas à AEW, tu l'aimes autant? Ben oui, j'ai toujours aimé Danielson, mais peu importe tout ce qu'il était. Je suis pas doué, là. Mais... J'aime pas un lutteur parce qu'il est à AEW ou à WWE comme toi, là. C'est un gars. Si t'aimes pas AEW, tu l'aimes pas, mais à WWE, tu l'adores. Fait que toi, t'es de même, pas moi. J'ai toujours aimé CM Punk, peu importe il était où. Me semble menteur. Mais pour revenir au combat. Oui, s'il te plaît. Un masterpiece. Honnêtement, même, je suis un gros fan d'Ospreay, là. Puis même aujourd'hui, je sais même pas si Ospreay serait capable de faire ce que Angle puis Benoit faisaient. Ah, mais là, c'est pas le même genre non plus, là. C'est pas le même genre, mais je pense pas. Même aussi talentueux qu'il est, même avec Omega, mais qui tu veux, je pense pas qu'il y a aucun de ces lutteurs-là aujourd'hui qui sont excellents à cote ce que ces deux-là peuvent faire dans un ring. Tu sais, on parle beaucoup de Benoit pour les mauvaises raisons. Puis je vais me reciter un interview que j'ai vu de Kurt Angle récemment dans un podcast, non, c'était pas Busted Open, qui a dit, tu sais, si t'enlèves Chris Benoit, c'est comme si t'enlevais la moitié de ma carrière, parce que il dit, t'enlèves mes meilleurs matchs en carrière, parce que mes meilleurs matchs, c'est contre lui. Fait que, un podcast avec Kurt, d'abord, tu parles, là? Oui, je parle de Kurt, ouais. Oh, ouais, à part Busted Open, mais avec l'autre podcast Van Fleet, peut-être, non? Je sais pas c'était quel podcast, peu importe, mais il a juste dit que si t'enlevais Benoit de l'équation, tu enlevais ses meilleurs matchs. Ouais, c'est sûr. Fait que non, écoute, c'est une clinique de lutte, là, carrément. Là. Exact. Un excellent match avec un peu de tout. Puis c'est pas le meilleur match qu'un contre l'autre, mais pas loin, là, pour vrai. Mais si vous voulez voir leur meilleur match, là, allez voir Royal Rumble 2003, avec un match qui est c'est un 5-star. Ce match-là, j'ai donné 4 sur 5. OK. J'ai donné 4,5. Et je parle pas d'émission. Non, je savais. Ouais, c'est correct. Non, je suis pas contre. Les deux vont continuer leur guerre pendant les 2 prochains mois
avec un Ultimate Submission à Backlash et un 2-3 à Judgment Day. Benoit va gagner à Backlash et Kurt va remporter la victoire à Judgment Day pour gagner la série 2-1. Puis évidemment, à Rumble 2003, ils vont avoir d'autres feuds par après, là, mais pour la feud, en ce moment, c'était la fin après Judgment Day. Dans les coulisses, on a montré Regal en train de marcher dans le couloir pour aller se rendre à son bureau, où Kamala se fait tenir sur la table en tenant un portrait de la reine avec Kimchi qui était là aussi. Puis Regal a réussi à chasser Kamala et Kimchi éventuellement de son office. Après ça, ils ont diffusé des clips de superstars de la WBF soutenant les forces armées à Fort Hood, au Texas. Et après ça, on a un interview time avec Kevin Kelly et Kurt Angle. Et en gros, Angle a dit qu'il ne respectait pas Benoit. Et ensuite, Chris a attaqué par derrière et a mis son crossface sur Kurt, qui a fait taper à nouveau. Puis évidemment, comme je disais tantôt, c'est pas tellement avec ces deux-là. Donc, voilà. Paquet vidéo sur le prochain combat qui met aux prises Ivory et Chyna. La rivalité a commencé parce que Right to Censure était contre le fait que Chyna fasse Playboy. Ivory et Valvinus ont fait un spike pile driver sur Chyna pour la blesser au cou. Et ils se sont moqués d'elle après ça jusqu'à temps que Chyna revienne et attaque Ivory. Et le challenge pour la ceinture de championnat féminin et pour le Women's Championship ce soir. Et Chyna était over as fuck à cette époque. Ouais. Match numéro 6, Ivory contre Chyna pour le championnat féminin de la WWF. Et le Right to Censure est barré du ringside. Et l'arbitre du match, Chad Patton. Et Ivory l'a attaqué avec le titre avant que le match commence. Puis a continué à travailler à l'arrière de la tête de Chyna. Après l'avoir renversé, elle l'a monté sur son dos et l'a frappé derrière la tête avec la ceinture. Et elle a essayé après ça, Ivory, de combattre dans le coin, mais Chyna a attrapé son pied et a attaqué Ivory. Des lines de Chyna suivies d'un back body drop et d'une bombe puissante. Puis elle a couvert Ivory pour un compte de 2 parce qu'elle a relevé la tête. Là. Et après ça, un Gorilla Press Slam par Chyna qui laisse tomber Ivory en pleine face, un peu comme à la Ultimate Warrior. Et là, elle a Ivory couvert pour le 3 pour donner la championne féminine et prendre sa revanche contre celle qui l'a blessée. Ben, tu sais, je veux dire, c'est correct, là, ça... Ben, c'est un squash, mais au moins, c'est une fin satisfaisante pour la feud, au moins. Ouais, puis tant qu'à moi, Ivory peut pas hang out avec Chyna dans un ring. Là. Si tu parles de size et tout ça, ça fait aucun sens. Un peu comme, on peut comparer ça quasiment à Io Sky et Rhea Ripley aujourd'hui. Quoique Io Sky de loin est meilleur qu'Ivory. Oh, j'espère. Tandis que Ripley est meilleur que Chyna in-ring, je pense, là, comme athlète. Là, tu sais. Mais la seule affaire qui est plate, c'est que c'était cette époque-là, c'est que le match féminin a duré pas longtemps. Mais dans ce cas-là précis, je pense que le squash c'est la bonne façon de faire ça. Parce que Chyna est dominante. Okay. Ouais. Au moins, c'est pas le deuxième match, hein? Exact. Puis tu sais, en même temps, Chyna se battait contre des hommes à ce moment-là, puis elle a gagné des titres masculins. Fait que tu sais, perdre contre Ivory en one-on-one à WrestleMania, ça aurait été un peu un letdown, selon moi. Ouais, c'est sûr. Puis j'ai pas donné de note à ce match-là parce que c'est un squash. Là, fait que... Moi, j'y donnerais un 2 étoiles et demi juste pour... Ouais. Non, mais c'est ça. Ouais. Elle va défendre sa ceinture à Judgment Day contre Lita dans une cause gagnante avant de quitter la WBF et bien sûr mettre le championnat féminin vacant. C'est Trish qui a donné la nouvelle championne par la suite au Survivor Series en novembre. Et Ivory va quitter Right to Censure et va revenir en août pour devenir la mentor de Tori Wilson et de Stacy Keibler dans l'alliance WCW-ECW. Un franc succès. Oui. Et dans un moment qui était bien fun à voir, Jonathan Coachman a parlé à Jeff Bagwell et Moises Alou des Houston Astros dans l'assistance. C'était malade. J'ai pas pu quand j'ai vu Moises Alou. Moi, je me souviens, là, Jeff Bagwell, à l'époque, c'est un des premiers qui avait porté un protecteur sur sa main parce qu'il s'avait fait atteindre une couple de fois. Puis il était comme assis sur une chaise lui, quand il battait. Fait que, je me souviens à l'époque, je n'avais une affaire sur la main aussi à cause de Bagwell. Bagwell, BGO, il y avait. C'était avec qui a joué pour eux autres aussi? C'est les deux que je me souviens le plus. Les deux qu'on se rappelle le plus, mais Moises. Billy Wagner, c'était pas leur starter à un moment donné, leur closer? Billy Wagner? Billy Wagner, ouais. Who the fuck is Billy Wagner? Oui. Monsieur, je connais je m'excuse, il n'y a pas de Billy Wagner que je connais. Trouve-moi Billy Wagner, puis je vais te dire que tu as raison. En attendant. Ok, t'es prête? Billy Wagner, joueur de baseball, un peu.
Bouge pas. Ben oui, c'est un esti de lanceur, Billy Wagner. Demande à n'importe qui dans ton groupe de baseball, là. Demande-y s'ils connaissent Billy Wagner. Ok, on va demander à Mike tout à l'heure. Dans les coulisses. J'ai dit à quelqu'un qui connaît ça. Il connaît ça. Pas beaucoup, mais il connaît ça. aller. Ah, mais le vieux baseball, le monde connaît plus ça que le baseball actuel. C'est comme n'importe quoi. Billy Wagner a joué avec les Astros de Houston de 95 à 2004, mon ami. Ok, mais pourquoi tu Billy Wagner plus qu'un autre joueur? Là? Parce que je sais qui Billy Wagner. C'est un lanceur. T'as-tu le line-up de 2001 des Astros? Trouve-les, puis on va en parler. Pourquoi? Ben, pour savoir les nombres de joueurs qu'on a pas oubliés. Il n'y a pas Ken Caminiti avec eux autres non plus? C'était pas les San Diego, lui? Ben, il y a une coupe d'équipe, là. Oui, Ken Caminiti en a fait pas mal, là. En tout cas. José Atelio. José Atulvé, tu veux dire? Atulvé, ouais. J'ai mal dit, là, mais c'est ça. C'est encore, lui. Les Brad Smith, c'est le catcher, tu t'en souviens? Ouais, Brad Smith, je me rappelle, ouais. Julio Lugo. Ouais. T'en souviens? OK. Ouais. Vinny Castilla, t'en souviens? Ben oui. Les Rockies. Lance aussi, Berkman, le gaucher, le frappeur gaucher. C'est pas le troisième but, ça, Lance Berkman? Non, c'est un left field. Ah, okay. Puis l'autre, tu vas savoir c'est qui aussi. Richard Hidalgo. Ben oui, tu connais ça. Ah, ben oui. Ouais. Non, tu le connais pas, hein? Non, je connais Richard Hidalgo. Ok. Ah oui. C'est bon. C'est pas sarcastique, là. Okay. Les pitchers aussi, là, il y avait une grosse. Là, désolé, on parle de baseball, là, mais c'est pas grave. Les pitchers, là, Wade Miller, Shane Reynolds, puis Roy Oswalt. C'est tous des pitchers qu'on connaît, là. Le premier, je le connais pas, mais les autres, je les connais, ouais. C'est un bon pitcher, là, mais tu sais. Puis t'avais aussi José Lima, que j'utilisais beaucoup comme un releveur dans mes jeux vidéo. C'était qui leur coach? C'était-tu Dusty Baker, c'est ça? Non, c'est plus San Francisco, Dusty Baker, je pense. Ouais, c'est plus San Francisco, mais je peux te le trouver, là. C'était pas justement le père de Moïse? C'était pas lui, il était pas rendu là, maintenant? Philippe, c'était pas là? Je sais pas s'il a coaché son gars. Ben, il me semble qu'il l'a coaché à 2 places, là, mais ça se peut. Ouais. Pourquoi il l'a pas? Pourquoi il n'y a pas le coach? OK. Tu peux continuer en attendant. Ouais, je vais continuer. À moins que tu veux qu'on parle de toute la saison 2001 des Astros. Oui, on va faire le compte rendu toutes les games une par une. Dans les coulisses, Vinzi a tué, je devais faire descendre Linda lorsque Shane était pour être immobile. Puis Makogo s'est présenté pour demander à Vince si le fait que Shane a acheté la WCW l'a choqué. Et Vince dit que si tu veux de quoi de choquant, ce soir, ça va avoir de quoi de choquant. Qu'est-ce que ça veut dire? Choqué, quack. Ouais, pas tant, là, mais ouais. Okay. Récapitulatif, facile à moi pour dire, de l'histoire entourant Vince et Shane. Pour faire une histoire courte, Vince a dit à Linda qu'il voulait un divorce, puis ce qui a mis Linda en dépression. Puis Vince la droguait pour que ça continue, puis évidemment, il a trompé avec Trish devant sa face pendant qu'il était immobile, puis était un peu drogué. Puis éventuellement, Vince cette année de Trish, puis il l'a humilié aussi. Mais là, elle revenait avec pareil parce que c'est ça. Shane est revenu pour venger sa mère. Ouais, le vrai catin. Shane est revenu pour venger sa mère. Pardon. Il a volé à WCW sur le nez de son père. Fait que c'est ça. Alors voilà, le match est prêt. Ouais. Match numéro 7. Shane McMahon contre Vince McMahon avec Stephanie McMahon dans son coin. Dans un street fight avec Mick Foley comme arbitre spécial. Complément d'information, le coach était Lawrence Edward Decker, qui est un ancien des Cards de Saint-Louis. Mais ça me dit rien. Moi non plus, ça me dit rien. C'est pas un coach vraiment. Non. Alright. Shane a pris le micro. Il a fait un shout-out à les membres de la WCW dans la loge en haut. Et on les voit avec, entre autres, Chavo Guerrero, Lance Storm, Sean Stasiak, C.C. Keebler et Hugh Morris, entre autres. Puis il a introduit Mick Foley tout de suite après. Ouais, puis les noms que j'ai nommés, là, c'est pas une grosse invasion, hein. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est qu'un an plus tard, t'as comme des plein contrats, ouais, je sais. Tu sais, c'est fou, là. Juste quand tu t'amènes Flair comme GM après, tu n'aurais pas à avoir Flair dans l'invasion, tu n'aurais pas à avoir Rey Mysterio qui était là l'année d'après, la NWO, ça aurait eu bien plus d'impact, là. Ouais, Goldberg. Incroyable. En même temps, ces gars-là, il y avait l'option de rester à la maison puis se faire payer ou aller là, puis c'est comme. C'est facile. Ouais. Puis t'avais pas le choix de la faire là, l'invasion, parce que ouais. c'était le moment que c'était là que c'était arrivé, fait que tu pouvais pas faire d'autre chose.
Tu peux pas faire ça genre 3 mois après. Là, Mais non. tu viens de lâcher la compagnie. Vince avec ses coups de poing douteux pour commencer le bal. Shane est revenu avec une corde à linge suivie d'une lance. Stéphanie a couru dans le ring. Elle a giflé Shane au visage. Puis Shane il va d'une glissade de baseball sur Vince alors qu'il se battait à l'extérieur. Shane l'a frappé avec un panneau de signalisation. Il a rentré son père dans les marches d'acier. Et Shane avec une corde à linge du mur de sécurité avec un diving clothesline. Pardon. Shane a frappé vite dans le dos avec un bâton de bambou à plusieurs reprises, tandis que Stéphanie criait au bord du ring, puis Shane l'a renversé avec un combo de coups de poing. Vince, là, pas Stéphanie. Shane a clairé la tête des commentateurs espagnols. Arriba! Il a frappé Vince à la photo de Vince qui, on dirait qu'il est en train de reprendre son souffle. C'est malade. Attends, il doit être bon après, mais là, pas de suite. Ouais, je sais. Tu l'as vu, hein? Ouais. Il a frappé Vince à la tête avec un moniteur pour que Vince soit assommé sur la table. Puis il est allé au top, sa troisième corde pour faire son flying elbow. Mais Vince n'était pas là parce que Stéphanie a juste enlevé Vince du chemin. Et Shane a crash and burn. C'est le signal pour que Trish Stratus arrive avec Melinda McMahon vers le ring. Puis Trish va vers le ring, vers Vince en faisant semblant d'être inquiète pour lui. Puis elle l'a slappé au visage pour un gros pop. Le voilà à sa revanche. Et après ça, Stéphanie a giflé Trish. Alors Trish l'a attaqué. Ils sont rentrés dans le ring. Puis il faut là retirer Stéphanie de Trish. Puis Stéphanie, en réponse, elle a giflé Foley au visage pour lui dire merci. Puis Trish l'a poursuivi dans l'allée où leur combat s'est poursuivi jusqu'à qu'ils partent en arrière. Ça m'a fait rire parce que quand Stéphanie elle se pousse de Trish, tu vois qu'elle est dans l'entrée. Puis un elle fait genre, elle regarde dans l'arrière d'elle, elle fait. Elle prend un bump quand elle est enfanée comme dans les films d'horreur. C'était balade. Monsieur McMahon regarde Linda et on voit ce que Kevin dit à l'écran. Là, puis, là, à la place, je ne vais pas rire tout de suite, non? Et on voit juste Vince qui le regarde et fait bitch. Ça, puis son WrestleMania 19, quand il se lève du apron, c'est des moments malades de WrestleMania de Vince McMahon. C'est dans quel match à WrestleMania 19 qu'il a fait ça? Contre Hogan. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Avec la lead pipe, là. Wow. Ça, c'est malade. Ouais. Jr. un commentaire est hors de lui, bien sûr. Puis Foley s'est mis devant Vince qui a empêché McMahon de s'approcher de Linda. Puis Foley a commencé à rouler Linda hors du chemin. Puis Vince a pris une charge pour frapper Foley dans la tête avec, puis une fois au visage. Bon, ça, Vince a fait rouler Linda sur le côté du ring et l'a mise sur le ring pendant que la foule scandait assaut à Vince. Et Vince a mis la chaise roulante dans le coin. Il a mis Linda dessus. En fait, c'est pas la chaise roulante qu'il a mis, c'est une chaise normale. Ouais, chaise normale. Ouais. Puis sur le ring, Vince a frappé Shane avec une poubelle sur la tête à plusieurs reprises. Puis dans le dos aussi. Puis après que Vince a regardé Linda puis a dit « La troisième fois est un charme ». Linda s'est levée hors de sa chaise. Réaction monstre de l'Astrodome, qui était vraiment hallucinant à voir. Là, puis, avec des écouteurs, c'est malade. Puis Vince a la poubelle au-dessus de sa tête, puis Linda s'est approchée de lui, il a donné un coup de pied dans les noix. Et genre au commentaire, directement dans les bijoux de famille de la famille McMahon. Il faut les rendre. Là, s'il te plaît, j'essaie de me concentrer. Foley est arrivé sur le ring, il a ramassé Vince avec des coups de poing suivis d'un coup de genou en courant dans le coin. Et Shane a mis une poubelle devant le visage de Vince, puis a grimpé sur la troisième corde de l'autre côté où Vince était. Et Shane saute avec un drop kick d'un coin à l'autre. Et quand avant, c'est le Van Terminator de Rob Van Dam pour le 1, le 2 et le 3. C'est fini. Shane a sa revanche pour sa maman. Et après le match, Shane a serré Linda dans ses bras et ça a suscité une grande réaction. Puis ils ont monté l'usage de la WCW dans la boîte privée, applaudissant leur nouveau patron. Et Shane est parti, content de sa job. On pourra dire ce qu'on veut là, des McMahon, là. Mais câlisse qu'ils sont divertissants, puis toute la gang. Hein. Ils nous ont dans la paume de leur main. Ah, c'est les quatre, là, tu sais, Linda, c'est peut-être la moins divertissante des quatre, là, mais quand même, là, tu sais, je veux dire, elle nous a quand même donné du bonbon. Ce match-là était parfait pour ce qu'il devait être, là. Il y a des spots dans ce match-là qui sont meilleurs que n'importe quel match, là, ça n'a pas de sens, là, c'est super bien fait, tu sais. Mettons, tu mets deux lutteurs ou deux personnalités qui luttent pas souvent ensemble, ben si ça donne ça, ta job est faite. C'était écœurant. Ouais. Wow. Littéralement. Ouais. Pour une bataille avec des gros spots, ça a fait la job. Puis le pop, quand il s'est levé, c'était insane. C'était magique en crise. Puis ce match-là serait peut-être un peu plus mieux vu s'il n'y aurait pas eu le TLC après. Là.
Ouais, mais mettons, là, mettons, t'as raté ce match-là. Mettons, Vince Ben, je l'ai raté, contre là. Shane. Non, mais Oui. attends. Vince contre Shane, Vince contre Flair ou Vince contre Hogan à Mania? Lequel des trois? Mettons en ordre 1, 2, 3. Vince contre Hogan premier. Vince contre Royal Rumble, tu parles, là? C'était pas à Mania hein, contre Flair? Non, c'est au Royal Rumble. Bon, c'est correct, ouais, mais on va mettre pareil. Il a lutté contre Shawn à WrestleMania. Qui ça? Vince? Contre Shawn. Ah oui, ah oui, c'est vrai, il a lutté contre Michaels. Ouais. Ben, tu veux battre à la place de Ric Flair, à la place? Ouais, mais... Sinon, c'est facile. Shawn contre Shawn en premier, contre Hogan, puis celui-là après. Contre Shawn en premier? Ben oui, facile, ben oui. Même pas proche. C'était lequel? Ben, Quel WrestleMania, ça? WrestleMania 22. Ah, c'est quand il a fait les elbows dans le haut de l'échelle, là? Puis Vince était sur une table avec une poubelle sur la tête, ouais. C'est vrai qu'il était bon, ce match-là, hein? Va le voir si tu l'as pas vu de peu un bout, t'es bon. Ouais, je vais retourner voir ça. Ouais. Fait que c'est ça. Je dirais ce match-là 3,5. Même note. Ok, parfait. Good. Shane va avoir rivalité avec le Big Show, suivi d'une avec Kurt Angle. Puis là, Vince va se remettre sur pied vraiment rapidement, pas longtemps après ça. Plus de détails tantôt. Ils ont livré une entrevue avec Kevin Kelly parlant à Matt Hardy et Jeff Hardy à Access la veille. Ils ont essentiellement dit comme quoi qu'ils mettraient tout en jeu puis qu'ils entreraient dans le match comme c'était leur dernier. Puis ça aurait pu être leur dernier avec les spots qu'ils ont fait. Après ça, on a ensuite vu Taker et Triple H se préparer pour leur match encore à venir, très bientôt. Et là, préparez-vous, mesdames et messieurs, pour un match historique. Match numéro 8. Edge et Christian contre les Hardy Boys, contre les Dudley Boys dans le TLC 2. Pour les championnats par équipe de la WWF, détenu par les Dudley Boys. Et bien sûr, pour ceux qui se rappellent de leur historique avec eux autres, c'était affronté à WrestleMania l'année d'avant, dans un combat d'échelle, et à SummerSlam 2000 dans le premier TLC. Puis les deux matchs ont été remportés par les deux frères de Toronto. Cette fois-ci, c'est les duos, les partenaires pour les assister. Lita avec les Hardy Boys, Spike Dudley avec les Dudleys et Rhino pour Edge and Christian. Les Dudleys ont pris le contrôle tôt, puis les Hardys ont eu leur tour jusqu'à temps que Edge and Christian arrive avec des échelles pour assommer tout le monde. Double piétinement sur les noix de Matt dans le coin. Et Matt a fini par se relever et essaie de monter à l'échelle jusqu'à ce qu'il reçoive une close line de Edge. Alors, ça, Matt et Jeff isolent Christian et font leur combo de leg drop, grosse splash sur des échelles. Et les Dudleys avec le WhatsApp sur Edge. Évidemment, après ça, on a le fameux call de Bubba Ray. Devon get the tables. Ils prennent les tables. Puis avec Edge installé dessus, Bubba il va d'un powerbomb à Jeff sur Edge qui casse la table en deux. Il a passé à travers la table. Les Dudleys vont ensuite au sol et empilent 4 tables, 2 par 2. Là. Et les 6 gars étaient sur le ring. Ils ont tous grimpé en même temps avec la foule qui se déchaîne. Ils ont tous été renversés avec Christian qui a pris la paix des chutes en allant directement du top de l'échelle jusqu'en bas en faisant pratiquement un fucking senton. C'était tabarnak. Aucun crise de sens, ça. Colin, comment il fait pour marcher ce monde-là aujourd'hui? Ben, il y a de la misère, je te dirais. Ben oui, je sais bien, mais qu'ils soient capables de marcher tout court, c'est un exploit. Hein. Ouais, solide. J'en reviens pas. Bref, Edge est le premier à grimper, mais Spike arrive et l'amène avec le chien Dudley, qui est un cutter avec un spring dans le coin. Et Spike le fait ensuite à Christian jusqu'à l'extérieur du ring à travers une table qui était placée là, dans un beau spot. Et maintenant, c'est au tour de Rhino de faire son arrivée. Il fait des gars à tous les opposants, mais de ses amis Edge et Christian, avec Matt qui a pris le pire à travers une table empilée dans le coin. Ça permet à Edge de grimper une fois de plus. Et Lita est arrivé et a arrêté Edge de lui rentrer la tête dans l'échelle. C'est drôle parce que quand Lita arrive, ben, Jim Ross il dit Lita just jerked off Edge of the ladder. Évidemment, jerked off, c'est comme un. C'est un new window. Ouais, c'est ça. Elle a donné à Rhino un ciseau tête qui l'a étourdi. Puis Spike a frappé Rhino avec un coup de chaise qui a envoyé dans l'échelle, renversant Edge qui était dessus. Ce qui a amené Cope sur la 3 et le Raiders Superstars en premier. Et Bubba Ray Devon a ensuite donné à Rhino le Doomsday Device, évidemment la prise des Legend of Doom avant. Et Lita est revenu. Il a écrasé la tête de Spike avec un coup de chaise super stiff. Et Lita a enlevé son top pour montrer seulement sa brassière, mais malheureusement, en se retournant, elle a reçu un 3D. J'avais ça semblait. Edge et Christian ont frappé Bubba avec une chaise alors que Jeff sortait d'une longue échelle de 15 pieds dans le dessous du ring.
Nous avons vu Spike et Rhino sur les tables. Alors, Jeff a sauté du haut de l'échelle avec le Swanton à travers 2 tables. Vraiment insane. C'est une malade mentale, ce gars-là. Puis ce spot-là, on va le voir souvent dans les vidéos package de Jeff Hardy jusqu'à la fin de sa vie. Okay. Ouais, exact. Même après. Ouais, même quand il va mourir. Et Christian et Devon ont grimpé, puis sont accrochés au titre, qui était évidemment accroché en haut. Ils sont tombés. Pendant ce temps-là, Jeff s'est levé pour traverser les échelles, mais il est tombé sur la dernière, ce qui était dommage. Mais Jeff, après ça, a grimpé, accroché les titres, incapable de les décrocher. Et Bubba a sorti l'échelle d'en dessous de Jeff. Hardy était dans le trouble et a reçu un spear de Edge qui était sur une autre échelle en sautant. Aucun bon sens. Puis on parlait du spot tout à l'heure qu'on va voir jusqu'à la fin de leur vie, là, puis tout, là, ça aussi. Ah, c'est probablement là. Inoubliable. Ouais, le spot le plus impressionnant que j'ai vu dernièrement, c'est celui avec Ospreay puis Fletcher en haut de la cage. Là, comment ça s'appelle? Le Spanish Fly. Spanish Fly en haut de la cage qui était. Pour vrai, j'ai eu peur là, quand ils l'ont fait. J'ai fait. C'est tombé sur le côté aussi Ospreay là-dessus. Là. Ouais, ça n'a pas fait du bien, mais non, c'est. Puis ça, en plus, il fallait qu'il se time parce que Jeff était comme en balancement. Fait qu'il fallait qu'Edge le pogne au bon moment parce que ça aurait pu être très, très, très dangereux. Puis, pour vrai, iconique. Ouais. Puis, j'adore aussi le ciel de Edge là, après qu'il ait fait le spear. Là, parce que, genre, tu sais, ils tombent pas genre comme une poche de patate en bas. Là. Il fait son spear, puis il se relève, puis il a les bras dans les airs, puis les cheveux, genre. Ouais, exact. C'est comme si ça y avait donné comme un spasme qui était comme. Ouais. C'est comme, on l'aurait dit comme une animation de jeu vidéo aussi. Ouais, c'était vraiment bien fait. Ouais. Ben, ce match-là, c'est un match de jeu vidéo là, avec les bombes qui prennent. Là. Ben, honnêtement, le genre de match qu'ils ont créé, je veux dire, je pense pas qu'on va voir de notre vivant quelqu'un créer un match qui va avoir une aussi grande importance dans le monde de la lutte et dans le divertissement. Ouais, absolument. Et après ce moment-là, on a un autre moment qui était quand même assez fou aussi, avec Matt et Bubba qui sont sur la troisième, sur l'échelle en haut. Puis les deux, ben, Rhino y arrive, puis ils poussent les deux du ring jusque sur les 4 tables qu'ils ont placées tantôt. Là. Puis pour vrai, là, tabarnak, man. J'en reviens pas. Ça n'a aucun sens. Pour vrai, ça n'a aucun sens. Puis après ça, c'est une course entre Edge et Christian et Devon, mais Rhino a aidé Christian en montant avec lui sur ses épaules. Puis Christian a attrapé les titres pour lui donner la victoire à Edge et Christian. Ils sont maintenant à 3-0 dans les gros combats contre les duos de frères. Ouais, ça c'est fou pareil qu'ils réussissaient toujours à aller chercher le titre à la fin. Ouais. Écoute, qu'est-ce que je peux rajouter à ce. Je veux dire, les TLC, ça n'a aucun sens comment. Puis tu sais, je pense que c'est le match de la soirée. Là. On en reparlera tantôt, mais je pense que ça a volé le show. Pas parce qu'il y avait pas parce qu'il y avait juste pas parce qu'il y avait des TLC, pas parce qu'il y avait les objets. Je pense que la chimie entre ces équipes-là, le créer une aussi grosse historique. Tu sais, c'est un tag team, c'est 3 tag teams. C'est pas facile de faire des combats avec 3 équipes. Là. Non. Déjà en équipe, c'est tough, mais quand tu as plusieurs équipes, c'est pas facile. Puis tu rajoutes les trois personnes aussi dans le match qui ont eu Spike, Lita et Rhino aussi là, dans l'équation. Là. Ouais. Écoute, moi, je vais lui donner 5. Okay, mais je vais dire, mais avant moi. Là. Non, c'est correct. Quoi d'autre à dire que pour elle, c'est un match incroyable. Là, pour vrai, il faut le voir pour le croire. Là, puis je parle pas d'Yannick Margeau. Là, ça arrête pas. Il n'y a personne qui écoute le podcast qui sait c'est qui Yannick Margeau. Tu pourrais être surpris. Puis pour vrai, il y a spot légendaire après spot légendaire. Là, surtout là, vers la fin. Là, il y a genre 5-6 moments back-à-back que tout le monde se rappelle encore aujourd'hui. Là. Puis avoir absolument. Puis fuck it. Je mets à ce match-là. Même chose que toi, 5 sur 5. Eh oui. Fuck off, là, man. Même pas un doute dans ma tête. Non, c'est. Ouais. Je veux dire, il y a non seulement le match est spectaculaire, non seulement le match est bon, mais il y a la difficulté aussi de faire un match comme ça avec plusieurs. Tu sais, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Puis ça, c'est le genre de match là, que tu regardes ça à n'importe quelle époque de ta vie. Tu montres ça à un jeune de 4 ans, 5 ans aujourd'hui, tu montres ça à quelqu'un de 13, tu montres ça à quelqu'un de 70. Ça va être la même réaction. Puis c'est un match qui vieillira jamais. Là. Tu peux le regarder ça n'importe quand. Là. Intemporel. Là. Ouais. Le pire, c'est que c'est sûr que c'est pas évident, là, mais tu dis à quelqu'un qui connaît pas l'âge des lutteurs ou whatever, puis il regarde ce match-là par première fois, tu demandes quand l'année tu penses que ça a été fait, ce match-là?
Puis il dira peut-être pas 2000, peut-être qu'il va dire 2010, 2012 aussi. Là. Ouais, c'est vrai ça. Ouais. Et Edge et Christian vont perdre les ceintures 16 jours plus tard à SmackDown contre les frères de la destruction Kane et Undertaker. Ça va être leur dernier règne ensemble par équipe. Il y en a eu d'autres évidemment par d'autres personnes. Les Hardys et les Dudleys vont rester en division par équipe pour les prochains mois également. Et après ça, nous avons des vidéoclips d'Access une fois de plus. Et tous les grands noms étaient là, évidemment. Là. C'est vraiment le fun d'Access, là, évidemment. C'est un happening du WrestleMania Weekend, surtout maintenant. Là. Après ça, Howard Finkel, dans le ring, a annoncé l'assistance, un nouveau record d'assistance pour l'Astrodome de Houston avec 67 925 personnes. Vraiment impressionnant, mais pas surprenant. Je me souvenais du nombre, pas le 500, là, mais le 67 000. Là. Ouais. Okay. J'aurais dû le dire avant que tu le dises, juste pour avoir l'air plus intelligent. Ça aurait dû te faire une question quiz. Match numéro 9. Earthquake, Sergeant Slaughter, Repo Man, Kamala, Kimchi, Hillbilly Jim, Brother Love, The Goon, Dunk the Clown, Michael PSAs, Jim Cornette, Duke de Numsurge aussi, Iron Sheik, One Man Gang, Gobbledee Gooker, les Bushwhackers et Nikolai Volkov dans la bataille royale des gimmicks. Mais ça, là, c'est une méchante bonne idée après un match qu'on vient d'avoir. Là. Ben oui, c'est parfait. Là. C'est bien pensé. Aller chercher de la bouffe, aller pisser. Ceux qui veulent rester, ben, on vous donne un petit divertissement. Les lutteurs ont du fun devant une grosse foule. C'est nostalgique au bout. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas mauvais non plus. On t'en reparlera, là, mais c'est pas si mauvais que ça. C'est amusant là, pour ce que c'est. Oh non, je sais pas que c'est dégueulasse non plus. Là, mais c'est pas boring, là, mettons. Là. Ouais, c'est rapide. Ouais. Puis un fun fact, dans le graphique de base au début, là, comment j'ai été annoncé, pas là, le soir-là, mais il y avait Corporal Kirchner qui était dedans, mais finalement il était remplacé par Doink the Clown. Et à mon grand bonheur, on a les deux commentateurs invités pour le match qui prendront relais de JR et Paul Heyman. Mijin Okerlund! Voilà! Et Bobby the Brain Heenan. Puis, une affaire qui me faisait pas chier, là, mais si, mettons, Gorilla aurait été vivant, là, ça aurait été insane. Ça aurait été Gorilla puis Bobby. Tu surestimes Gorilla. Non, toi, tu sous-estimes. Tu l'aimes juste pas. Classique. Moi, j'aime mieux l'autre. Classique Marco. Quoi? Ben, que t'aimes pas quelqu'un, fait que peu importe ce qu'il fait, tu l'aimeras pas. Pas vrai. J'aime le gars qui a la voix bizarre. Là. Comment il s'appelle? Le vieux commentateur. Là. Celui qu'on écoutait sur Twitch que j'aimais avec sa vieille voix, sa voix un peu aiguë. Là. Oh shit, je sais même pas qui tu parles. Oh, Lord Aphrodite? Ouais, c'est ça. Oh, he's a strong man! Ouais, je l'aime, lui. Ah, il est drôle, vas-y. Il est pas meilleur que Gorilla Monsoon, je m'excuse. Tout le monde est meilleur que Gorilla Monsoon. Ben non, c'est pas ça à personne. Tu vas faire comme toi tout à l'heure quand tu dis quelque chose. Dans une de ses bonnes lignes, Bobby Heenan a dit du Iron Sheik qui était là pour arriver au ring. Par le temps qui arrive, on est rendu à WrestleMania 38. Vraiment une ligne classique. T'es où? Désolé. Moi, j'ai acheté mon téléphone à terre, désolé. Ah, t'es là, vraiment, on ne le voyait pas. Hey! Je sais. Ça, je vais aller profiter pour le ramasser. Repo Man, le Gooker et Tugboat sont les trois premiers à se faire sortir. Puis Kamala largue Quake pendant que Cornette et Brother Love se battent dans le coin. Je suis sûr qu'ils trouvent ça bien drôle. Et ça ne dure pas longtemps parce que Hillbilly Jim lance Cornette en bas du ring. À l'extérieur, Cornette se bat avec un Bushwhacker. Pendant ce temps-là, le Goon tombe par-dessus la troisième corde. Et Slaughter jette Volkov. Kamala fait la même chose à Doink avant que le One Man Gang sorte PSAs. Une fois qu'ils sont partis, Kamala élimine Gang uniquement pour que Slaughter l'envoie Kamala faire ses valises. Et le Sarge obtient même Brother Love, mais Hillbilly Jim surprend Slaughter. Et avant que Jim ne puisse faire quoi que ce soit, Iron Sheik l'envoie en bas du ring pour gagner la bataille royale des gimmicks. Puis il a raison pourquoi il a gagné, c'est parce qu'il ne peut pas prendre de bombe par sa troisième corde. Ouais, mais il aurait pu trouver une façon, non? Ben là, tu vois comment il marchait? Je pense pas que c'est une bonne idée de faire prendre un bombe par quelqu'un qui passe la troisième corde. Je pense pas que c'est une bonne idée. Non, je pense pas qu'il réponde non plus. Ça, je l'ai pas raté ce match-là, par exemple, parce que c'est pas. Ah, mais j'ai raté, moi. Tu rates pas un match de championnat féminin, mais tu rates une Battle Royale gimmick. Qui a duré 1 minute 15. Arrête, là, tu me niaises, là. L'autre a duré combien de temps? C'est un squash! Tu veux que je colle quoi d'un squash? Ben, tu veux coller quoi là, ça? Ben, au moins, il y a plus qu'un move dans ce match-là que, tu sais, je m'excuse. Voyons donc. Hey, mon corps, mon choix. Ouais, c'est ça. Ton corps, mon choix.
Non, non, pas en tout, t'inquiète pas. Et après le combat, Slaughter revient dans le ring et fait l'Iron Sheik met l'Iron Sheik dans son Cobra Clutch. Il fait tomber dans les pommes pour rendre la foule patriotique heureuse. Un match pour calmer le jeu purement nostalgique. Puis c'était bien le fun. Les 1,15 sur 5. Tiens, il m'a donné 1,5 juste pour faire chier. Ben, tu me fais pas chier, tu vas faire ce que tu veux. Moi, ça me dérange pas. Moi, tu peux faire ce que tu veux. Ah, toi, on sait. J'accepte comme que t'es. Toi, on sait bien, j'ai mes problèmes. Quand ça va bien, ça va pas. Non, ouais, c'est pas drôle. Ouais, c'est ça. Parce que t'as pas d'humour, toi, t'as le cœur noir. Exact. Vidéo package sur Triple H et l'Undertaker. Parlant de cœur noir, Triple H. Hunter dit qu'il a battu tout le monde et qu'il ne pouvait pas croire qu'après avoir battu Austin à No Way Out, qui était dans le Crusade of Hell, qui n'était pas dans le main event de WrestleMania. Il a une chance, hein? Ça aurait été moins bon sinon. Undertaker s'est présenté, il a dit à Hunter qu'il l'avait jamais battu lui. Et MZ avait attaqué Taker backstage. Puis c'était fait avec une ordonnance restrictive contre l'Undertaker. Alors Kane l'a suivi à sa place. Après ça, Undertaker voulait le match et quand le commissaire Regal a fait à contre-cœur quand Kane avait Stephanie McMahon, tu sais, un moment donné, il y a un bout là où Kane est genre vraiment haut là, quelque part, puis t'as Regal et Taker qui sont là, puis hey, laisse-moi tomber, là! Tu vois clairement que c'est genre pas vraiment Stephanie, là, parce que tu sais, Chris, c'est dangereux, là. Très ça comique. Hunter a également détruit la motocyclette d'Undertaker avec une masse et l'a jeté hors de la scène en réponse. Et le match a été ensuite fixé pour ce soir, avec le match numéro 10, Triple H contre l'Undertaker avec l'arbitre du match, Mike Chioda. Et bien sûr, Stephanie au coin de Triple H. Un match qui a été longtemps effacé de l'histoire, hein, dans la streak d'Undertaker. Il n'en parlait pas de ce combat-là. Pas effacé de l'histoire, mais quand Triple H s'est battu contre Undertaker dans les 2 matchs de WrestleMania, ils n'ont jamais parlé de ce match-là. Ah oui, mais je sais pas pourquoi, là. C'est juste cave, là. Mais... Ouais. Peut-être parce que c'était pas Deadman Taker puis c'était juste Biker, là, je sais pas. Peut-être, mais j'ai trouvé ça quand même spécial qu'il en parle pas. En tout cas, c'est ce match-là qu'on va voir. C'est sûr que le combat de cage avec l'NSL avec Sean, c'était meilleur parce qu'il y avait plus de moments jam-pack. Plus dramatique, ouais. Ouais. Mais l'autre match qu'ils ont eu avant ça, le match lorsque Taker était genre, il était légume, à peu près, il était vraiment de son lever, là. Ça, c'était pas bon pendant tout. Non. Triple H et ses amis de Motorhead pour faire une performance de sa tune thème. Puis sa tune-là va jouer pour la dernière chanson qu'on va mettre après sur Spotify après le podcast. Fait que la performance de The Game Triple H avec Motorhead après. Restez là pour ceux qui écoutent ça en audio. Et bien sûr, Undertaker frappait une belle corde à linge dans son temps, puis a crié pour le old school. Hunter le renversait avec un bras à la volée et enchaînait avec un brise-coup pour 2. Et Hunter a continué sur l'offensive. Taker essaie de revenir, mais Hunter l'aurait mis à terre avec un facebuster. Et après ça, Hunter a attrapé son sledgehammer qui était derrière le chronométreur. Puis Yoda lui a enlevé. Et Hunter est allé pour le pedigree, mais l'Undertaker l'a renversé avec un coup de la fronde dans le coin sur Kiki, qui était là pour sortir le marteau à Triple H. Après un chokeslam pour Taker. Yoda s'est rétabli pour compter 1, 2, mais non! Et Taker donné un coup de pied au ref, lui, d'une descente du coude pour le knocker. Ça, c'était malade. C'est un peu dramatique, par contre. Là. Ouais, c'était un peu trop. Là. Ouais. Et Hunter a jeté Taker a jeté Hunter hors du ring puis sont battus dans la foule. Ils sont allés dans la zone où on trouvait tout l'équipement technique. Le ballast américain. Cool, ça, comme spot. Ouais. Le ballast américain était mis Hunter sur une plateforme qui se trouvait environ à 5 pieds du sol. Il y avait une chaise en haut qui était là comme par magie. Et The Game a frappé Taker dans le dos avec aussi sur la tête. Il a suivi ça avec plusieurs coups en rafale sur le Phenom. Et après ça, Taker l'a pris par le cou. Il a fait chez Hunter hors de la zone de mise en scène avec un chokeslam. Puis comme par magie, il y avait un gros crash pad à côté. En même temps, c'est normal. Mais le visuel est quand même cool avec les. Ouais, parce que tu le vois pas. Ouais, parce que tu le vois pas, tu as juste un chokeslam qui lance puis tu vois pas s'il a tombé. C'est quand ils montent la reprise que tu te rends compte que c'est un peu plus boboche, mais en même temps, c'est correct. Undertaker a sauté dessus avec un elbow drop après. Les ambulanciers essaient d'aider Hunter, mais le Deadman les a poussés. Et finalement, ils sont retournés sur le ring. Undertaker a regardé l'arbitre, il était encore toujours au tapis. Ça fait au moins 5-6 minutes qu'il n'a pas bougé, puis c'est pas plus. Taker a attrapé le sledge. Il l'a levé au-dessus de sa tête, mais Hunter a donné un coup de pied dans les pierres tombales. Et après ça, autour d'Undertaker, il a bloqué un coup de gros marteau avec une botte au visage et non entre les jambes d'Emsley.
Hunter est allé à la recherche d'un tombstone, mais Undertaker l'a contré avec un pour lui. Il a réussi. Il a couvert son adversaire, mais Kyoda dort encore à sa job. Avec pratiquement 10 minutes qu'il est à terre. Et Taker va réveiller Kyoda qui se revient à lui tranquillement. Et Undertaker a signé pour la dernière balade. Mais Hunter a pris la masse. Et quand il est allé dans les airs pour le powerbomb, Ouais. il a pris la masse et il a donné un coup dans les airs. Ça, c'était hot en crise comme spot. Ouais. Vraiment bien, Ça, pour vraiment bien vrai, pensé. à ce moment-là, moi, je pensais qu'elle allait gagner dans le temps. J'étais sûr que c'était fini avec ça. Avec le coup de sledge, oui, c'était sûr. Ouais. Bien pensé. Hunter couvre Taker. 1, 2, mais Taker, comme on l'a dit, dégage. Puis après ça, Taker saignait du visage. Ouais. Hunter l'a amené dans le coin. Puis dans notre spot qu'on adore tout le temps, ben, tu sais, le gars qui a le powerbomb last ride, là, tu sais, il a genre les bras, Taker est dans le coin, puis il a les bras baissés comme genre s'il était mort. Puis tu vois, il donne des coups de poing, puis il tonne, puis il fait ah, je l'ai, puis évidemment. Oh! Power slam, last ride. Ouais. Puis évidemment. Mais pour vrai, là, il n'y a aucune raison de le mettre dans le coin pour aller le puncher d'en face, dans le coin. Là. Mais je pense que c'est Taker qui s'en va vers le coin. Je pense pas qu'il l'amène dans le coin. OK. Parce que. Ouais. Pas mal sûr que c'est ça. OK. Puis en tout cas, un spot heel d'épée classique. Là. On le voit même quand on colle des choix à GPW, des fois ils le font, on fait comme encore. Ouais. Il l'avait fait avec Picton et Crusher, puis on savait tout de suite que c'était le spot quand ils l'ont fait. Ah là. Ouais. Fait que 1, 2 et 3. Undertaker est maintenant 9-0 à WrestleMania, ce que Ross a mentionné immédiatement après sa victoire. Puis un très bon brawl, malgré le ref bump qui était un peu trop long. Mais en même temps, c'est pour expliquer le fait qu'ils peuvent s'en aller se promener ailleurs puis faire d'autres affaires sans avoir de DQ. Là. Ross, l'as-tu dit? Parce que, me semble, ils ont commencé à en parler à Flair quand il a fait son décompte de 10, quand il a battu Flair l'année d'après. L'année d'après. Ouais, mais je pense que c'est Taker qui l'avait fait lui-même là, à l'écran. Là. OK. C'est la première fois qu'il montrait lui. Ouais, qu'il a parlé de. Parce qu'il a vraiment fait ça comme ça. Il était sur le bord du ring, il était 10-0, puis il a fait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il a tout compté. Ouais. OK. L'année d'après. Mais je pense que c'est la première fois qu'ils l'ont dit. Ben, pas la première fois, mais qu'ils l'avaient dit aux commentaires. OK. Puis c'est un peu comme Shane et Vince tout à l'heure. Là, ce serait pas le TLC, ce serait plus reconnu peut-être ce match-là aussi comme peut-être le match of the night, mais quand même un très bon match. Puis je donne à ce match-là. T'as pas rien dit sur le match, vas-y avant que je dise maintenant. Ben, ouais, c'est un bon match. J'ai comme un peu un amour-haine avec ce match-là. Je le trouve correct, là, tu sais. Mm-hmm. Mais je le trouve un peu long, moi, ce match-là. Ben, les matchs de Triple H, ce genre de les matchs de Triple H, je l'aime, là, mais ils sont longs, là, ces matchs-là, des fois trop. Là. Mm-hmm. Voir Batista WrestleMania 35, parce que ça finissait plus. Là. Mais je sais pas, il y a une partie de moi qui l'aime, puis une autre partie qui me gosse. Fait que je suis comme en deux chaises. De métal, j'espère. Oui, effectivement. Fait que vas-y, tu peux y aller avec ta note. Je laisse ce match-là 3 et 3 quarts sur 5. Ouais, moi je vais lui donner 3,5. OK, c'est bon. Les deux auront continué leur rivalité un contre l'autre dans les prochains mois avec un partenaire en plus, donc Kane avec l'Undertaker. Ouais. Et on voit The Rock faire le chemin pour aller au ring et ensuite Austin dans sa loge qui regarde une dernière fois dans le miroir avant de partir. Je me demande même pourquoi. Et voici maintenant le paquet vidéo mythique sur le main event avec My Way de Limp Bizkit. Et le meilleur vidéo pour booster un combat ever. Main à terre. De tous les temps. Jamais à côté depuis. Non, il n'y a rien qui va la coter non plus. Parce que c'est très très bon, puis 2 parce que c'est nostalgique. Un jour, je vais le prendre. Je vais la prendre, cette chanson-là. Mais il va falloir que le show, je le file. Faut que ça soit vraiment bon. Oh ouais, c'est correct. Faut que je le prendre non plus. Là. Non, mais un jour, j'ai le goût de le faire juste parce que c'est My Way. Ouais. C'est juste pour me remémorer. Mais non, c'est quelque chose que je veux faire. Mais j'attends vraiment que le show, je fasse comme OK, ça va être spectaculaire. Là, je regardais du coin de l'œil qu'est-ce qu'il y avait à l'écran, puis c'était Vince qui faisait bitch. Ouais, Vince en arrière. Non. Ouais. Austin a remporté le Rumble, puis Rock a remporté le titre mondial de Kurt Angle à No Way Out. Puis il y avait un scénario avec la vraie femme d'Austin du moment, Deborah, qui a été nommée la nouvelle gérante de The Rock par Vince McMahon, mais ça a seulement été abandonné environ une semaine ou deux avant le show, parce qu'Austin puis The Rock ne voulaient pas que ça soit... ils ne voulaient pas l'avoir ringside pendant le match parce que ça ne fitait pas avec la storyline plus sérieuse puis tout. Là. Ouais, en même temps, c'est vrai que ça ne fit pas avec l'histoire et le match non plus. Là. Elle apporte absolument rien au match. Là. Non, pas arrêter dans le chemin plus que d'autres choses aussi. Là. Okay. Ouais, puis anyway, j'étais pas jeune de toute façon à cette époque-là. Franchement. Elle avait juste 57 ans. Arrête. Là. En effet. Ensuite, on a fait l'entrevue avec Jim Ross dans le vestiaire où Austin
avait ce regard fou dans les yeux, puis il avait dit à The Rock qu'il avait besoin de ce titre-là, puis qu'il n'y a rien qu'il ne ferait pas pour arriver à ses fins. Et maintenant, on est prêt pour le match numéro 11. The Rock contre Stone Cold Steve Austin pour le championnat de la WWF avec l'arbitre du match. L'arbitre des grandes occasions, comme d'habitude, Earl Hebner. Et avant le match commence, Howard Finkel a annoncé que le combat serait un match sans disqualification. Puis Jim Ross était surpris, il se demandait pourquoi ce match-là était rendu no DQ de même. Je sais pas pourquoi. Je sais pas qui aurait le pouvoir de changer des matchs de même on the fly. Là. Check comment je suis un gars fair play et que je suis capable de dire les vraies choses dans la vie. Là. On chiale beaucoup sur AEW qui utilise des objets n'importe quand dans leur match. Là. Mais les main events de l'Attitude Era, là, les comptes à l'extérieur du ring puis les DQ, c'était pas mal inexistant. Non, c'est anything goes pas mal. Là. Ouais. Faut donner à Pitou, faut dire ce que Pitou a fait. Puis comment c'est quoi l'expression? Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou, c'est ça. Là. Si, ouais, ça va pas bien. Ben, tu peux faire ta propre expression si tu veux. Là. Ouais, un autre jour peut-être. Parfait, une autre fois. Et ensuite, on fait son entrée avec un énorme pop de la foule de l'Astrodome. Puis aussi, le Rock a un bon pop, mais avantage Stone Cold là-dessus. Ouais, solide. Ouais. Aussitôt que le Rock s'est retourné après avoir posé sur le coin, Austin l'a frappé avec des coups de poing. Et la bagarre a éclaté. Et Rock a évité un coup de ceinture, mais pas le Lutez Press. La foule était engagée dans le combat comme pas un. Et le Rock le Lutez Express de Austin, pour vrai. C'est hot, hein? Ah! Ouais. C'est tellement basic, mais tellement beau. Là. Il saute sur le gars et il donne des coups de poing. C'est tout. Ouais, c'est écœurant. Ouais. Rock a bloqué un stunner et Austin, jeté par-dessus la troisième corde. Ils sont battus dans la foule et on a des flashbacks de Hart contre Austin ici. Puis évidemment, comme on l'a vu récemment, mais c'est le premier match qui va être dans le Hall of Fame, Austin contre Bret Hart à WrestleMania 13. Tu es d'accord avec ça? Ben oui. C'est... Ouais. Pas vraiment le match, mais es-tu d'accord qu'ils fassent ça? Un match ou des moments qu'ils mettent dans le Hall of Fame, Master? Ouais, parce qu'à un moment donné, tu commences à mettre n'importe qui dans le Hall of Fame, puis c'est... Dans le 3 autres aussi, il y a le Hall of Fame aussi, hein? Ouais, est-ce que ça sortait... Tu m'as dit que ça sortait le week-end de Mania, ça? Ouais, c'est passé, là, quand ce podcast-là, vous avez écouté le Mania podcast. Mania est passé? Ouais. Mais non, le Night 2, c'est aujourd'hui. Ok, parfait. Ouais. Parce que... Ok, c'est bon. Je vais te le dire après. Je ne spoilerai pas au cas où que ça soit pas ça. C'est bon. De retour dans l'arène, Austin, il va d'une superplex qui avait un compte de 2, puis Austin a enlevé le coussin du coin. Même s'il était face, l'histoire du match était qu'il était désespéré de gagner, fait qu'il va faire no matter what. Mm-hmm. Rock est revenu avec une line et a lancé ventre à ventre pour 2. Rock a sorti Stone Cold du ring, il lui a rentré la tête dans la cloche à plusieurs reprises. Puis on a un botch alert. Earl est allé pour passer la lame à The Rock pour qu'il se coupe, mais pendant qu'il s'est arrivé, Earl a trébuché, fait que il s'est marché du ring. Fait que la blade a comme tombé. Fait que le Rock a fait qu'il ramasse puis qu'il se blade lui-même. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais. On le voit là, vraiment là-dessus. Là. C'est flagrant. Ouais. Puis quand il s'est retourné, Austin le frappait à la tête avec la cloche et le champion saigné. Hein? C'est bizarre comment ça fonctionne. Rock était juste allongé sur la table des commentateurs et juste en bougeant, il l'a cassé. Puis c'est drôle parce que quand ce spot-là arrive, Earl Hebner parle avec Austin. Puis tu vois Austin qui lui, il est vis-à-vis où la table allait, fait qu'il voit la table cassée, puis Hebner le voit pas. Puis tu vois Austin faire genre shit. C'est cool, ça rajoute un peu de réalisme au match, là, c'est bon. Mais oui, exact. Austin ne travaillait pas en babyface, a de nouveau joué dans l'idée. Austin ne travaillait pas en cochon. Il travaillait pas en cochon. Tu vas payer mes taxes. Il ne travaillant pas en babyface, c'est qu'il a de nouveau joué dans l'idée qu'il ferait tout pour gagner. Et pas longtemps après ça, Rock a entré le visage d'Austin en premier dans le coin qui était exposé. Rock est sorti du ring, il a attrapé la cloche, a frappé Austin dans la tête avec, et autour du serpent à sonnette du Texas, d'avoir le front ouvert. À l'extérieur, Austin a fait un slingshot à Dwayne sur le poteau. Et après ça, Austin a attrapé un écran de télévision sur une des tables cassées, a frappé The Rock à la tête avec. Il l'a couvert sur le ring pour 2. Rock a bloqué un stunner, il a attrapé la jambe, il l'a mis dans son sharpshooter. Et Austin s'en est battu alors que la foule atteignait un pic de fièvre, criant à tue-tête. Et Austin a atteint les cordes pour briser la prise, mais il n'y a pas de DQ. Donc, il n'y a rien que l'arbitre Earl Hebner puisse faire. Et autour de Steve, mettre Rocky dans le sharpshooter. Rock s'en sort et Austin avait un regard surpris sur son visage. Throwback de WrestleMania avec Bret Hart à ce moment-là.
Ouais. Il y en a un autre qui s'en vient dans pas long. Austin l'a mis de nouveau dans le sharpshooter et le Rock a attrapé les cordes. Et Hebner parlait à Austin et Steve lui a fait donner le majeur. Ouais. T'es number one, Earl. Austin a occupé la soumission du $1 Million Dream. Les annonceurs ont noté qu'il avait utilisé cette prise quand il était le Ringmaster avec Ted DiBiase. Et entre autres, il a fait ça dans un match contre Bret Hart à Survivor Series 96, ce spot-là. Puis le même spot, évidemment, c'est The Rock a grimpé sur les cordes pour aller par-dessus Austin pour un compte. 1, 2, et dégagement d'Austin. Parce que Survivor Series 96, il avait perdu comme ça. Mais en 2001, il a appris de son erreur et il dégage à 2. Ouais, puis ça, c'est le classique de Bret Hart pour se sortir de ce genre de prise-là aussi. Il fait tout le temps ça. Ouais. Mais il avait battu Piper, justement, à WrestleMania 7 aussi, avec ce finish. Ouais. Dans un très bon match. Oh, excellent. Rock a renversé un Irish Whip et il a fait un stunner. 1, 2, mais non! C'était très proche d'être 3. Puis à ce moment-là, on a un Monsieur McMahon qui va vers le ring. Et George se demande pourquoi il est là. Et tout le monde à l'Astrodome aussi, d'ailleurs, se demande pourquoi il est là. Et la foule a scandé trou de cul à la vue du président. Austin a fait un spinebuster au Great One. Il était en colère quand Rock a dégagé à 2. C'est un tangent, là, mais ça me fait toujours rire, moi, le monde qui font des moves, qui gagnent jamais avec ça. Mais quand il dégage ce move-là, il capote comme si genre il avait dégagé de 3 stunners, mettons. Ouais, mais en même temps, si c'est un move là, que tu... désespéré, là. Ouais, si c'est un move que tu fais jamais, tu te dis, ben, justement, j'ai surpris l'adversaire avec quelque chose que je fais pas, fait que je peux... Ben, tu sais, c'est poussé, il y a personne qui va penser ça, là, mais... Ouais. C'est de l'ultra-analyse, là, mais bon, c'est ça pareil. C'est un petit nitpick, mais bon, ça me fait toujours rire quand je vois ça, là. Ah ouais, ben c'est... Ouais. Ça sert à ça, le podcast, de parler de nos opinions. Ah oui? Ben oui. Ben là, non, là, ça, j'ai rien dit, toi, tu vas prendre ça littéralement. Après ça, Rock revient avec son spinebuster à lui, et c'est suivi d'un coup du peuple. Après ça, Rocky couvre Steve pour le 1, le 2, mais Vince McMahon a retiré Rock Dawson avant le 3. What the fuck? Rock a poursuivi Vince autour du ring, puis Rock a couru tout droit dans les bras d'Austin avec un Rock Bottom. 1, 2, et non, c'est pas fini. Ça, c'est malade, man. Cette séquence-là, là, wow. Ouais. J'aime ça, quand le monde ils font des moves de l'autre gars pour essayer de gagner un match pour le surprendre, c'est malade. Ouais, c'est bon parce que le gars dégage, fait que c'est comme genre celui qui le fait d'habitude, il aurait gagné, mais lui, vu que c'est pas lui qui le fait d'habitude, ben c'est ça. Puis, tu sais, je connaissais le endgames du match, mais à chaque fois qu'il faisait le move pour faire le décompte, j'étais sûr que c'était là. Je suis comme, ah ouais. Il dégage encore. Puis là, j'ai embarqué dans le match. J'étais comme, je sais qui gagne, pourquoi je fais ça. T'sais. Je rappelais de la fin, fait que je savais que c'était pas ça, là, mais ça change rien au fait que quand tu es investi dans le match, même si tu l'as vu une couple de fois, c'est le fun pareil. T'sais. Exact. Ouais. Et Austin est allé pour le stunner, mais Rock l'a repoussé. Et Austin est rentré dans Earl Hebner, l'envoyant au sol. Et après ça, Austin a frappé un coup bas dans les People's Party. Et Austin dit à Vince de prendre une chaise. Ça fait aucun sens d'aller voir après tout ce qui a été à la gorge pendant si longtemps. Mais voilà. Austin a tenu de Rock. Vince a frappé Rock avec la chaise. Vince a renvoyé l'arbitre dans le ring. Rocky kick out encore à 2. Et après ça, Austin est à bout et commence à sacrer. Et Austin est à nouveau le frapper avec une chaise, mais il reçoit un Rock Bottom. Vince distrait Hebner pour l'empêcher de compter. Rock a frappé Vince avec des coups de poing qui étaient sur l'apron. Rock se retourne. Stunner! 1, 2, non! Incroyable! La foule est vraiment en train de capoter. Ah, pop, ouais. Et McMahon remet la chaise à Austin. Austin a frappé de Rock d'en face avec 1, 2, et un autre dégagement de Rocky. Et Austin en a plein le cul et frappe Rocky dans les côtes et dans le dos avec la chaise au moins une douzaine de fois. Stone Cold couvre de Rock pour le 1, le 2, et finalement le 3. La foule a explosé après ça, contente qu'Austin gagne le titre de champion mondial de la WWF. Et c'est pas fini. Après le match, Austin a serré la main de Vince McMahon. Puis évidemment, Jim Ross au commentaire, il en beurre épais, évidemment, bien sûr. Son meilleur ami vient de signer un deal avec le diable en personne. C'est pourquoi, JR, pour vrai, les affaires d'émotion, Jim Ross, c'était, puis ça va toujours rester le meilleur. D'accord avec ça. En tout cas, à mon avis. Là. Il savait comment mettre les histoires over puis les moments over quand c'était le temps. Puis, ouais, puis on dirait vraiment, tu sais, il y a tellement un ton neutre, puis quand ça arrive, ça monte d'une shot, puis après ça, tu sens comme un petit rogue dans sa voix qui fait que tu dis, on se vrai? Il est vraiment en crise contre la personne? Fait que, non, il était génial, vraiment.
Après ça, Austin et Vince partagent une bière ensemble après le match. Heyman a déclaré qu'Austin avait vendu ses fans pour remporter le titre. Puis Rock a continué à le remettre en question. Ross, pardon, en disant qu'il pensait connaître Austin et qu'il était là quand il est sorti de l'hôpital après se faire opérer au cou. Puis pendant ce temps-là, Rock se relève tranquillement, puis Stone Cold le voit et se prépare. Il le frappe avec la ceinture. Puis c'est hot en Christ de ce spot-là, là, qu'il frappe avec la belt, là, pas parce qu'il frappe avec une belt, parce que c'est ordinaire. Mais c'est quand Rock commence à arriver tranquillement, la tune d'Austin qui joue, c'est comme le bout où il n'y a pas de parole, genre, c'est juste le ground, puis c'est plus bas que d'habitude. Fait que c'est comme genre, je trouve que ça fitait tellement avec l'affaire qui arrivait pour la ceinture. Là. Faudrait que je revoie juste ce bout-là, parce que je me souviens pas exactement ce que tu veux dire, mais. Faut le voir pour savoir ce que je dis, là. Non, pas pour le croire, c'est correct. Yannick Margeau, il est passé tantôt, il ne reviendra pas. Okay. Non, mais pour vrai, vous allez le voir, là, écoutez le match, vous allez le voir. Le spectacle est terminé avec Austin en quittant avec Vince, tandis que The Rock essaie de récupérer sur le ring. Puis a terminé en disant que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Et gros recap sur le show. Et c'est comme ça que se termine WrestleMania édition numéro 17. Le heel turn de Austin avec Vince, moi je trouve que c'est un gros raté. Ben, l'idée était bonne, mais. Je trouve que ça a mal été fait. Je trouve. Ben, sur le soir même, non. C'est juste que Austin, il l'a dit par après dans des entrevues comme quoi qu'il regrettait le heel turn, mais pas nécessairement pour qu'est-ce qui arrive après, parce qu'il dit qu'il aurait dû faire un audible puis frapper un stunner à Vince tout de suite après ça. Là. Quand il sort la main, il donne la bière, puis il fait un stunner, puis il s'en va avec la belt. En blanc, j'ai eu ce que j'ai vu, ce que je voulais, puis. Ouais. En même temps, le Rock s'en allait, puis il n'y avait pas vraiment de babyface pour. Pas de bon heel pour affronter Austin. Il y a Triple H, mais on l'a vu le mois passé. Là. Ouais, mais je sais pas, moi. Tu sais, peut-être à l'époque, ça avait fait son effet, mais. Tu sais, je le regardais de la façon que c'était fait. Vince arrive, je sais pas. C'était un peu. C'était un peu tout croche, je trouvais, avec la façon que ça a été fait. Tu sais, l'effet de surprise n'est pas de temps là. Oui, tu sais, la jambe puis tout, mais après, il y a comme un gros silence en blanc. Genre, c'est plus un what the fuck qu'un. Genre, oh my god, je sais pas. Moi, j'ai pas trippé, puis il me semble que j'ai vu une couple de critiques aussi qu'il avait trouvé que ce heel turn-là, c'était pas l'idée du siècle non plus. Là, fait que... Ben, moi, j'ai aimé ça sur le soir même, là, mais le pire, c'est qu'Austin dans Hill, il était bon. Là. Il était le fun. Capable de faire les deux. Ouais, c'est ça. C'est juste que c'est comme Goldberg. Là, tu le tournes pas Hill. Là. Puis le match, ben, c'est ça, gros main event. Puis moi, j'ai bien aimé peut-être les 5-7 dernières minutes, là, où ce que. Puis vrai, même quand il y avait la chaise qui le frappait, puis il kick out pareil, là, j'étais comme, voyons, c'est quoi que ça va prendre? Ben, c'est ça. C'est quasiment qu'il le tue quasiment pour essayer de gagner le match, fait que ça fait du sens. Tu trouvais ça flat que, bien évidemment, il a donné genre une dose du coup de chaise à peu près là, pour le mettre à terre. T'aurais-tu aimé mieux qu'il fasse genre après les coups de chaise qu'il leur lève pour un stunner puis il gagne dans la même place que juste des coups de chaise? Ça me semble que c'est anticlimatique, même s'il en a reçu beaucoup. Là. Oui, en tant que fan de lutte, mais si tu veux aller dans le réalisme, tu peux juste l'achever puis le compter, fait que c'est plus réel, fait que c'est plus raw, mettons. Là. Ouais. Je parle pas de l'émission du lundi soir, là. Mais pour le réalisme, je suis d'accord avec la fin, fait que je vais y aller. Non, je pense que c'était bon. En même temps, c'est vrai que c'est différent là, comme fin. C'est ça, exact. Ouais. Mais le match était excellent, là, pour vrai. Même si tu n'as pas aimé le turn, reste que le match était excellent quand même. Ah oui. Tu donnais quoi à ce match-là, toi? J'ai donné 4. Oh, j'ai donné plus que toi dans ce match-là. J'ai donné à ce match-là 4,5 sur 5. Et fait que c'est ça. Fait que la nuit suivante à Raw, Austin et The Rock s'affrontaient dans un match revanche dans une cage. Et en fin de match, Triple H est entré dans la cage et il a teasé un brawl avec Austin avant de frapper The Rock. Et pendant plusieurs minutes, Austin, Triple H et Vince McMahon ont fait équipe contre Rocky. Et officiellement, une alliance entre Triple H et Stone Cold est arrivée. Le Two-Man Power Trip est né. Et The Rock ensuite a été écrit hors des scénarios avec McMahon lui donnant une suspension. Et la vraie raison pourquoi The Rock était parti en suspension, c'est qu'il était parti tourner il avait commencé le tournage du Scorpion King. Un de ses très bons films de sa carrière. C'est ça qu'il a mis qu'il a ouvert la porte. Là. Ce qui a ouvert la porte, c'est les contacts de Vince McMahon. M'excuse, là, mais.
Pas sûr, mais c'est contre Vince McMahon. Bah oui, mais oui. Je pense, non, Vince... je pense que le monde l'a vu comment il était dans la lutte, comment il était charismatique au bout, puis je pense pas que Vince a eu son mot à dire tant que ça là-dessus. Là. Moi, je pense que Rock en doit beaucoup à Vince pour sa carrière. Oui, pour sa carrière de lutte, oui, mais... Non, Hollywood aussi. Pas sûr. En tout cas. On ne saura jamais. De toute façon, on n'était pas là. Non, on n'était pas là, puis on ne sera jamais non plus. Fait que c'est ça. Fait que, comme j'ai dit tantôt, très bon match. 4,5 sur 5, je trouve que c'est fair. Puis même toi aussi, tu as donné 4, je trouve ça fair aussi. Là. Ah ouais. Mais non, pour vrai, c'est un bon match. Puis évidemment, un très bon main event pour finir WrestleMania X7. Donc, avant de mettre ça dans le rétroviseur, il faut parler des matchs de la soirée et tout ça. Match of the Night, on a le même, c'est sûr. TLC 2. Le pire match, j'ai donné ça à Gimmick Battle Royale. Tu le comptes là? Moi, je le compte pas là-dedans. OK, d'abord, je compte pas China non plus d'avoir là-dedans. OK, je le donne aux Six-Men. Six-Men Tag. Ouais, c'est pas mal sûr, c'est ça. Ouais. OK. La note du show, je vais te donner. Ben là, ça, c'est pas un secret de personne, ma note, ça va être quoi, là? C'est ce que je pense, là. Je vais donner à WrestleMania X7 la note parfaite de 10 sur 10. Je vais donner à WrestleMania X7 9.5 sur 10. Ouais, pour vrai, c'est... Oui? Pour donner la note parfaite, il ne faudrait pas t'aider des 5 partout? Ben, j'ai un 5, j'ai un 4,5, j'ai un 4. Tu sais, aussi, il n'y a pas juste les notes de match, aussi l'importance, puis le look, la télévision, tout ça, là, je trouve ça fair. J'ai donné des notes plus courtes à des shows avec juste un match avec 4. Puis WrestleMania, c'est plus difficile de rater des WrestleMania que n'importe quel autre show, là, parce que tu as tellement d'attentes que c'est plus dur, là, je trouve. Là. Et juste WrestleMania 9 que ce serait très facile à rater. Puis Golden Hill. Justement, par WrestleMania 9, as-tu vu, ils ont sorti un documentaire sur WrestleMania 9 en coulisses. C'est quasiment deux. Il t'avait écrit sur le groupe de ton groupe là, tantôt. Ils ont-tu répondu? Le gars Richard, non, il n'est pas sur Netflix, mais le gars Richard m'a écrit et il m'a envoyé le lien sur Watch Wrestling. Je vais l'écouter peut-être demain, peut-être. Mais non, c'est un documentaire sur WrestleMania 9, le Behind the Scenes. Fait que j'ai hâte de voir ça, c'est cool. C'est quasiment 2 heures en plus. Je trouve ça vraiment nice. Oh, shit. OK, ouais. Fait que c'est ça. Fait que voilà. T'as donné quoi? T'as des 9.5. OK. Ouais. Fait que 9.5 pour lui, 10 sur 10 pour moi. Et c'est comme ça. Ça termine le review de WrestleMania X7 et il est rendu où ce rétro review-là? Ben, là, il est dans le rétroviseur. Il reviendra pas cette fois-là, par exemple. Là. Pas 2 fois. À moins qu'on tombe sa tomate pour on oublie qu'est-ce qu'on a fait, là. Festus, biscuit and gravy. J'ai pas de coche à sonner, t'es correct. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que tu quoi rajouter, mon cher ami? Tout un show, allez voir ça. Si vous avez jamais vu ça, ça manque à votre culture de lutte. Ça, c'est clair, net et précis. WrestleMania X7, les entrées, la foule, les matchs, les moments. Il y a de tout dans ce show-là. Pas pour rien que la note est aussi haute, évidemment. Puis, non, ça reste un des meilleurs, si c'est pas le meilleur de tous les temps. Ben, pas juste WrestleMania, les shows en général. Ah ouais, n'importe quel show. Puis, tu sais, on dit souvent qu'on était soufflé que AEW pour leur pay-per-view, mais ce show-là, c'est un peu ça, là, avant le temps. Là. Ben oui, c'était long. C'était avec 3h45. Là, Exact. Ouais. Fait que, alright. Fait que avant de vous quitter, n'oubliez pas évidemment d'aller écouter le dernier podcast qu'on a fait. Time to roast down! La biographie de Lita, évidemment. La belle Lita, la pionnière de la division féminine de l'Attitude Era. Team Extreme, Lita. Allez voir ça. Prochain podcast, on finit notre WrestleMania season avec WrestleMania X8 l'année d'après, avec évidemment le match iconique entre The Rock et Hollywood Hogan, évidemment Jericho et Triple H dans le main event pour les Undisputed WWE title. Et à travers la table, chaque mardi 20h30. Et je tiens à préciser pour à travers la table, selon l'horaire des séries éliminatoires de hockey, on va peut-être varier pour à travers la table. OK. Pour ton bien personnel ou pour le monde qui écoute les Canadiens en série? Ou... Les deux. Les deux, c'est les deux. Ah, mais il va y avoir beaucoup moins de monde. La ville est hockey. Là, fait que, comprends, oui. Comprends, oui. Fait que ça se peut qu'on modifie ou qu'on en saute un, mais ça va vraiment être... Let's go!
Allez, les Là, Bleus! c'est sûr que le prochain, le review de WrestleMania, c'est sûr qu'il va être là. Peut-être plus l'autre d'après qui va peut-être être moins là, comme tu dis, là, parce que ça commence quoi, à peu près 18-19 avril, la première série? Ouais, exact. Fait que Ouais. c'est ça. OK, parfait. Fait que c'est ça qui est ça. Merci, Marco. Merci! Fait plaisir. Fait que, mesdames et messieurs, ceux Ouais. qui sont sur l'audio, que c'est pas le faire la dernière fois, une petite chanson pour partir. La toune de Triple H, la toune d'entrée de Triple H, faite par Motorhead de WrestleMania X7, va suivre à l'instant. Tout de suite après le. Allez, Je va! pensais que. Hein, quoi? Ben, attends un peu, là. J'ai pas fini. Là, je te coupe. Ben là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait Je encore? pensais que on aurait pu mettre la chanson Avant de partir. Allez, va!